Ok, ça va se reconnaître. Non, non, tout le monde, désolé, ma connexion est en carton-pâte alors que je suis censée avoir la fibre et que je suis connectée à cette foutue box, mais c'est pas grave. Je t'en prie, Canel, on en était à la deuxième question. Oh, c'est quoi tes inspirations? Tu peux répéter parce que ça s'est coupé pile à ce moment-là. Bah, en fait, Non, non, it's mine, Tony, because the mine is shit. Go. Oh! Non, non, mais ça arrive, ouais, même avec la fibre. Enfin bref. Euh, Bah, mes inspirations, au départ, bah, c'était un petit peu tout ce que je regardais, ce que je lisais, surtout que je lisais beaucoup déjà de base. Mais autant de la bande dessinée. Bah, à l'époque, il n'y avait pas encore de manga papier. Mais je regardais, bah, quand je pouvais regarder à la télé, je regardais Club Dorothée à l'époque. C'était là où il y avait plus. Par exemple, il y avait Dragon Ball, c'est là où j'ai vu Sailor Moon, Saint Seiya. Il y Ah, avait c'est vrai quoi que aussi d'autre? Club Enfin, un peu tous Dorothée, ces. certains ont tous à peu près commencé par là, hein. Pour ceux Après, c'est d'à quand peu même, près de notre génération, hein, je pense. c'est quand même les années 80-90, mais oui. Ouais. Après, il faut pouvoir regarder la télé, c'était à certaines heures et tout. Et moi, mes parents, ils ont jamais voulu vraiment qu'on passe notre temps, enfin, qu'on regarde la télé même le matin. C'était très rare, c'était de temps en temps, Ouais, quoi. ouais, je vois. Voilà. Euh, ok, d'accord. Bah Ouais. écoute, pour la troisième question, Donc à la base, ouais. qu'est-ce que t'aimes dessiner ou qu'est-ce que tu n'aimes pas et si dans ce que tu n'aimes pas, c'est quoi ta bête noire dans le dessin? Parce que ce qui vraiment, quand tu sais que tu vas le dessiner, t'es en mode oh, pourquoi? Bah, c'est simple, la perspective. Je sais que c'est. Non, mais je sais que c'est débile, c'est pareil, c'est comme tout, ça s'apprend. Ouais, ça te fait rire, hein. Ah, mais en même temps, ça me fait rire parce que je suis pareil que toi. Moi, la perspective, quand je me dis qu'il faut que j'en passe, je suis en mode ah, comment je vais tricher pour pas que ça soit. Oh! En fait, sérieusement, j'ai toujours été plus spécialisée dans toutes les ce qui est personnages, et cetera. Donc, Ouais. dès que tu sors, mais comme je te le disais tout à l'heure, quand tu sors un peu de ta zone de confort, c'est toujours difficile, tu vois? C'est comme si on me demandait, bah, dessine un tank de guerre ou des trucs dans le genre. Ça, on me l'a déjà dit en plus dans un live, dessiner un tank. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Un tank, j'ai vachement Moi, l'habitude de tu sais, dessiner. on me dit dessine un tank, je fais un grand rectangle en bas, je fais un petit rectangle au-dessus, je fais un long rectangle sur le devant avec un petit Oui, carré au bout, et je mais fais 6 roues. Voilà, et j'ai fait un tank. non, mais tout ça pour dire que oui, bien sûr, il y a plein de choses que quand tu t'as pas trop l'habitude de les dessiner, bah, c'est toujours un peu compliqué. Mm, Moi, ce qui m'ennuie, je dirais, bah, c'est comme tout, ça s'apprend, hein, mais disons que tout ce qui est architecture, tu vois, mm. avec la perspective, c'est un peu casse-pied. Sinon, les décors en eux-mêmes, ça me dérange pas trop, mais il faut quand même que ça enfin, ça s'apprend, tu vois, peu au fur et à mesure. C'est toujours un peu plus casse-pied, on va dire. Je dirais pas que c'est ennuyeux, Anthony, mais Ah, c'est c'est pas con. ennuyeux, c'est casse-pied, il le dit justement. Ça veut pas dire Ah, ennuyeux. Oui. d'accord. Ah, des fois, moi, je suis un peu trop littérale en anglais, donc bon, tu fais bien de me corriger. Non, non, bah, c'est pas grave, t'inquiète. D'accord, ok. Et bah du coup, qu'est-ce que t'aimes dessiner, puisque bah la perspective, ça a l'air d'être ta bébête noire, du coup. Bah, disons que c'est ce que j'aime le moins, on va dire, la perspective, mais bon, après, il faut. Bah, moi, ce que je préfère dessiner, de toute façon, c'est les personnages depuis toujours, et surtout, bah, j'aime bah, raconter des histoires, donc faire de la BD, c'est pareil. Mhm, Donc, oui, c'est mettre en fait ce que tu veux porter comme message bah, visuellement, quoi, en gros. mhm, Mais vraiment raconter des histoires et dessiner, donc du coup, quand tu mets les 2 ensemble, bah, ça donne, de faire, de la bande dessinée. oui, bah Après, oui. tu peux faire aussi de la composition narrative avec, des illustrations, mais je préfère raconter des histoires comme ça. Que ce soit des petits strips, quelque chose de court, des histoires courtes ou des histoires longues. J'ai enfin, à vrai dire, j'en ai tellement accumulé des idées et des histoires, Mhm. commencées que j'ai de quoi faire. Elle est pas mal celle-là, Anthony. D'ailleurs, Anthony, est-ce que tu préfères que je continue à parler en français ou pour te répondre, tu veux que je te parle en anglais? Ça me dérange pas, hein. Mon anglais est à chier, mais je peux le faire, hein. Je préfère te prévenir. Euh, Normalement, il comprend le français, mais c'est juste il a pas envie de l'écrire, il me semble. D'accord, ok, pas de souci. Bah, je pense qu'il comprend le français parce que depuis tout à l'heure, quand je parle, quand je dis certains trucs, il répond. Mais c'était pour savoir si Oui, non, non, lui, il non. se sentait plus à l'aise à ce que je lui réponde en anglais. Je peux, même si mon anglais est à chier, je peux. C'est surtout précisé. On précise, hein. OK. Voilà, c'est ça.
ça. Alors, du coup, là, on arrive à la moitié des questions. Donc, c'est à la quatrième, on en est quatrième question. Donc là, j'ai mis une petite question un peu triviale, histoire de faire un truc un peu plus léger au milieu. C'est quoi ta couleur préférée? Moi, l'arc-en-ciel. Hmm, ok, c'est pas mal Et comme réponse. si tu préfères, j'ai une expression par rapport à ça, enfin une citation de Mhm. Gaston Bachelard, c'est: «Le noir est le refuge de la couleur». Donc Oh, dans tous les cas, tu peux dire que le noir puisque c'est toutes les couleurs qui se mélangent qui font du noir. hmm, Mais j'ai pas vraiment de couleur préférée, en fait, j'aime toutes les couleurs. ok, j'aime bien ta réponse, c'est très sympa. Ok. Alors, cette question, je sais qu'il faudra que j'adapte pour certains, mais toi, pas besoin, parce que je sais, enfin, je me comprends, tu vas comprendre quand je vais te le dire. Sur quel média tu préfères dessiner? J'entends par là traditionnel, digital, peinture, etc. Est-ce qu'il y a un média que tu préfères plus que les autres? Parce que je sais que tu fais du tradi et Heu, du digi, et il me semble que tu avais fait un... Je sais plus si tu avais déjà fait de la peinture, mais bah, lequel tu préfères, quoi? oui, oui, bah, en fait, vraiment, ça dépend des phases. Là, c'est parce que c'est plus simple pour moi Mhm, de dessiner, enfin, c'est plus simple. C'est surtout, oui, plus pratique au niveau digital, comme ça, tu as déjà directement, bah, le dessin en numérique, donc tu peux l'exporter et cetera, c'est plus simple. mhm, Le seul truc, c'est que, si je devais faire, du tradi, il me faudrait un scanner et tout, donc ça, je le mhm, verrai plus tard. ok. Hem, mais pour l'instant, c'est juste une question de pratique, mais j'ai dessiné pendant très, très, très longtemps au tradi, j'ai toujours beaucoup aimé ça aussi, hein. Oui, je sais, j'ai Après, certains de tes dessins qui sont accrochés au mur. d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime, après, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à me mettre à la couleur et ça m'a toujours posé beaucoup de problèmes, mais Oui, parce que j'ai je toujours bien comprends. ouais, j'ai toujours aimé, tu sais, les dessins un petit peu sur le vif, Mhm. j'ai toujours été plus, ouais, j'ai toujours bien aimé tout ce qui est très spontané, donc Ouais, bah, ok. c'est ce qui me correspond le plus. Après, ça veut pas dire, c'est juste que j'avais peur, en fait, à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose d'un peu «plus fini» entre guillemets, avec de la couleur et cetera, j'avais l'impression que ça perdait un peu, enfin pour moi, je perdais vraiment l'essence du dessin, en tout cas, du mien. Après, tu vois, Hmm. à force de s'entraîner, tu arrives quand même à retrouver certaines choses qui enfin certains une certaine pratique qui fait que ça rend beaucoup mieux, en fait. Hmm, oui, ok, je vois. D'accord, ok. Alors, du coup, pour notre sixième question, parce que j'ai les yeux qui ont louché là. Euh, bon, celle-là, je pense que je connais un peu la réponse, qui a à moitié répondu, entre guillemets, sur toutes les autres. Mais est-ce que un jour tu aimerais être publié? BD, manga, artbook, etc. Heu, oui, techniquement, oui, c'était aussi un de mes buts, mais maintenant, publier, on verra bien. Pour l'instant, je pensais faire ma BD, là, celle que je suis en train de faire, Mhm, actuellement en stream. Je commence à réfléchir, enfin, ça fait un moment que je réfléchis à créer une page Patreon pour ça, mhm, ouais, pour être les financé. côtés coulisses. Ouais, pour le côté un petit peu, bah, tu sais, tu coulisses, tu as des tiers, et Ouais, cetera, ok. enfin, dans le classique, quoi, quand on connaît Patreon. Mhm. Mais du coup, pour l'échange aussi avec les gens et pour, avoir des retours aussi, Ah ben, pour voir une autre façon de la proximité avec les gens qu'en stream, c'est oui, ça? c'est ça. Ok, d'accord. Ouais et je pense que pour, la BD, je pense que je la mettrai en ligne aussi, soit, ouais, sur un blog, je pense. Ok, d'accord. Après, je sais pas encore pour, le planning, spécifiquement, mais je vais pas commencer, avec un rythme d'enfer tout de suite, sachant que Oui, non. j'ai déjà beaucoup de mal à Sachant qu'une enfin, c'est BD, ça compliqué. prend énormément de temps, donc forcément. Oui, non, mais en fait, je pourrais très bien le faire, c'est juste Mhm, que je sais jamais si jamais, j'ai un comment dire? Un moment où je suis en crise et que je pourrais pas, j'ai mhm, besoin de me reposer, je sais jamais combien de temps ça va durer. Parfois, c'est assez court, parfois non mhm, et donc du coup, si tu t'engages à faire, toutes les semaines, un chapitre et c'est pas très sympathique, quoi. mhm, Donc je me dis dans l'idée, je verrais bien comment je gérerais ça, mais en gros, je le mettrai en ligne, petit à petit, chapitre par chapitre. ouais. Ça me permettra aussi d'avoir des retours par rapport à ça et puis je continuerai de streamer, bah, de montrer comment je procède et puis il y aura Mhm, d'autres, choses encore en plus par rapport à ça,
sur Patreon, bien sûr, parce que sinon ça ça sert à rien. Oui, oui. Donc, Ok, d'accord. voilà. Ok. Alors, ensuite, pour notre septième question, vu que je sais que tu as fait des commandes, est-ce que tu as déjà eu des commandes assez particulières ou des clients, disons, à casse-pied pour être poli? Alors ça, ce serait plus de l'ordre du jugement de valeur, mais je dirais que tout le monde va avoir ses propres défauts et qualités, donc du coup, ça doit dépendre beaucoup de. C'est très difficile de répondre à cette question, en fait. Casse-pied, tout le monde est casse-pied, hein, tu parles comme ça. J'entends quelque chose qui t'a vraiment mis, on va dire, dans la panade, ou un client qui t'a dit blanc et que le Oui, lendemain il t'a dit noir et que le lendemain il t'a redit blanc et qu'après il t'a dit qu'il voulait tout oui, changer. j'en ai eu. Pas énormément, pas tant que ça, mais j'en ai Mhm. eu quelques-uns, oui. Bah, après, il y a des gens, en fait, ils savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ou alors, ils ont une idée tellement précise de ce qu'ils veulent en tête, Que t'arrives pas à la euh, faire, quoi, c'est ça? que tu pourras pas la reproduire parce que toi, ta vision va forcément être différente. Oui, bah oui, Euh, logique. et puis, va expliquer ce que les gens enfin, même si les gens, ils arrivent à expliquer ce qu'ils veulent, ils arriveront jamais vraiment à le matérialiser comme ils voudraient, tu vois. Donc, Et non, désolé, Tony, je n'ai pas de ce genre de choses sur mon stream, désolé. ouais, il aime bien, bah, depuis que j'ai mis les alertes, il aime bien faire ça. Et j'ai dû baisser le son parce que sinon ça me faisait sursauter à chaque fois. Ah, ma pauvre! Non, mais c'est pas de sa faute, hein, c'est juste un réglage de son, mais c'est vrai que du coup, je me faisais avoir à chaque fois, puis à chaque fois: «Ah, il faut que je change le son, faut que je baisse le son». Non, non, mais puis en général, pour ce genre de live, je préfère qu'on soit dans une ambiance cosy et avoir un truc qui nous hurle dans les oreilles, c'est pas vraiment le truc le plus cosy Bah, du monde. encore une fois, tu vois, tu peux régler le son, tu vois? Oui, C'est bien juste sûr. pour avoir une image et un truc dans le genre, mais c'est moi comme une idiote qui ai pris du temps à régler le son, tu vois? Mais j'avoue que sur le coup, je me suis dit: c'est bien, tu mets des alertes et tu te fais peur toute seule avec tes alertes, c'est Non, bien». je pense que un de ces quatre, je mettrai des alertes et je mettrai le son un chouille plus fort que ce que je peux supporter pendant les lives horreur, parce que je vais faire des crises cardiaques et je sais que ça fait énormément rire les gens quand tu fais ça, donc voilà. Moi, j'ai pas envie de de péter les tympans des gens, donc on va éviter. Ah, sachant que moi, niveau décibels en termes de cris, je vous arrache les tympans, hein. Je déconne zéro là-dessus, hein. Ah! Et bah du coup, on va clôturer la petite interview et du coup avec les questions, avec la huitième qui est: c'est quoi ton film d'animation préféré? Celui qui t'a le plus marqué, celui que t'as le plus aimé. Alors, je sais que des fois c'est difficile de choisir, donc si t'en as pas qu'un seul qui vient en tête, tu peux en citer plusieurs, hein. Pas de problème. Un film d'animation qui m'a Marqué. marqué, pardon. Ou qui t'a marqué ou qui est vraiment ton préféré aujourd'hui. Film d'animation ou Oui. Ah, série, par exemple. bah, celui qui revient tout de suite en film d'animation, ça va être Nausicaa. Ah, Nausicaa, Studio Même Ghibli. si j'avoue que tous les Ghibli pour moi sont très très sont vraiment superbes, Ouais. mais je pense que c'est celui qui m'a marqué le plus et qui me marque toujours le plus. C'est par rapport à quoi qui t'a marqué, Nausicaa? C'est l'ambiance, les Ah, couleurs, les ouais, créatures? c'est un peu tout. Bah, je sais pas, après à l'époque, moi c'est pas le premier que j'ai vu des studios Ghibli, à l'époque, surtout qu'en plus c'était en VHS, quand je regardais, c'était un quand j'étais au collège, c'était Mhm. un des surveillants qui était fan un peu, qui avait, une collection, bah, déjà de mangas papier, mais à l'époque, il y en avait très peu sorti en France, donc il avait d'autres moyens de récupérer des mangas, je sais plus comment. Ouais. Et en fait, pour les cassettes, c'est pareil, c'était des imports, mais du coup, c'était, quand même Oh, en t'avais des VO cassettes sous-titré. Ghibli. Oh là là, le Ouais. trésor. Ah bah, il me les prêtait, c'était pas le souci, mais du coup, j'ai vu le premier Ghibli que j'ai vu, c'était Mon voisin Totoro. Ah, Totoro. Après, ouais, j'ai vu Porco Rosso et cetera, puis j'ai dû voir, Nausicaa entre-temps, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est vrai que du coup, bah, après, de fil en aiguille, tu as plein qui sont enfin, tu en as plein. Tu as ça a commencé à sortir au cinéma, ça a commencé à se démocratiser, mais c'est-à-dire qu'en fait, les premiers mangas en France sont arrivés, quand j'étais en sixième, Mhm. donc quand j'avais 11 ans, 12 ans, un peu un truc dans le genre. Ouais, ok. Donc c'est et ouais, les tout premiers, bah, forcément, hein, les 2 plus connus à l'époque, Dragon Ball et Sailor Moon.
Puis Ok. après, bah, ça s'est étoffé très rapidement, donc il y avait de quoi Oui, faire. parce qu'après, avec le Club Dorothée, ça finit par se répandre petit à petit, hein, c'est ça, je crois. Hop. Bah, en fait, je pense qu'au départ, ils ont voulu tester avec les mangas les plus, plébiscités et après, bah, petit à petit, ils ont commencé à sortir, Et. un petit peu des sentiers battus parce que, bah, il y avait ceux qui étaient, populaires parce qu'ils passaient en animé. Donc, Mhm. il y avait Saint Seiya qui est sorti aussi, à l'époque. Il y avait quoi d'autre? Quel de Bah, vraiment survivant, tout. Nicky Larson, ce genre de choses, je Alors crois. Ken le Survivant, je crois pas que ce soit sorti déjà parce que de base, ils l'ont passé à des horaires, pour enfants alors qu'au Japon, ça passait pas à des horaires pour enfants parce que Et c'est c'est pas pour pour ça qu'on enfants. a eu les meilleurs doublages pour ce genre de choses qui sont collector aujourd'hui. Je vais te faire Ouais, les doublages bobo. français, ouais, bref, on dirait rien. Il y avait Nicky Larson, des trucs dans le genre. Mais ça, après Nicky Larson, c'était City Hunter par Tsukasa Ojo, donc il Mhm. y avait, mais vraiment, ouais, c'était, Donc du coup, Nausicaa, bah, c'est venu avec tout ça petit à petit. J'ai ok, commencé à d'accord. m'intéresser à enfin vraiment à étoffer toute, Donc en gros, du coup, ta type culture manga, elle a commencé par Nausicaa et la Vallée du Vent, c'est ça? non, par Mon voisin Totoro en Par niveau Monsanto. animation. Ok. Mais du coup, j'ai commencé à regarder les Ghibli et c'est le premier que j'ai regardé, c'était, Totoro du coup. Mhm. Et après, je Et les ai pratiquement tous vus à l'époque, bah, petit à petit, puis quand ils ok. sortaient. Et du coup, ça a fini par être Nausicaa, ton préféré, c'est ça? Ouais, c'est resté, mon préféré, ouais. Ok, d'accord. C'est même si j'adore le château ambulant aussi, je dirais c'est peut-être le deuxième avec Kiki, aussi, la petite sorcière, Ok, mais en d'accord. fait, ils ont tous leur âme, leur essence Ouais, ils ont tous ce ils petit sont truc qui fait que ouais, ils sont tous bien indépendants et reconnaissables et tu peux tous les aimer, ouais, quoi. c'est ça. Moi, je passe toujours un bon moment avec ce genre de film Le nombre de d'animation. fois où je les ai revus, les Ghibli, oh, oh là là, je les compte Ah plus, bah, le moi. seul que j'ai pas pu revoir, c'est, Le Tombeau des lucioles. Je peux pas, c'est trop horrible. Alors, tu vas rire, fun fact, mais le tombeau de Sol, c'est le seul que je n'ai pas encore vu. Hein. Parce que je sais Ah que je vais sans bah doute y perdre mon âme, mon cœur et la moitié de mes larmes, si ce n'est totalement. ah beh, c'est triste, mais alors déjà que tous les Ghibli me font pleurer, que ce soit, c'est parce que c'est beau, parce que c'est touchant, c'est tout ce que tu veux. Mais alors celui-là, il est dur, mais vraiment du début jusqu'à la fin. C'est tellement poignant, quoi. Et j'ai essayé de le revoir une autre fois, hein, parce que j'ai pleuré pendant tout le film, dans le truc et j'avoue, je m'attendais pas à ça et la 2e fois que j'ai essayé de le regarder, je fais: «Ah non, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas», je me suis tout de suite arrêtée. Ah bah ça. Heu, donc du coup, en fait, je l'ai vu qu'une fois. Ça m'a Mhm. suffi, hein. Ça m'a suffisamment marqué. C'est un Ghibli, mais Oui, pas un Miyazaki. Oui, exact. oui, bah, oui, non, mais Ghibli, les studios Ghibli, c'est pas que Miyazaki, c'est lui qui l'a créé, mais avec Bah, d'autres, c'est très c'est. Alors, je crois que dans les Ghibli, Takahata, je sais plus comment il s'appelle. ouais, c'est Isao tu retrouves bah du coup Miyazaki, tu retrouves Isao Takahata et son fils voilà Goro ça. Miyazaki, je crois. Parce que Goro Miyazaki, je crois que Goro il a fait les Contes de Terre-Mère, il me semble. C'est lui qui a fait les Contes de Oui, c'est son Terre-Mère fils, mais ça, il y a un doute et encore. je crois Ah, que Arrietty! C'est pas Arrietty, lui, qui l'a fait? Je sais plus si c'est celui-là ou un autre. Mais en tout cas, il l'a alors partagé. pour sûr, je sais que Goro a fait les Contes de Terre-Mère et il me semble qu'il a Oui, fait ça. avec Isao, je crois, j'ai un doute avec Takahata. Il me semble qu'ils ont fait Pompoko tous les deux, Goro et Isao, il me semble qu'ils ont fait Pompoko tous les deux. Mais j'ai un doute pour Oui, celui-là, j'ai possible. un doute. En tout cas, pour Mais Takahata, oui, c'est sûr, c'est pour Momoko. et bah du coup, Kana, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes petites questions. Takahata est fort, mais ses thèmes sont plus sombres. Oui, exact, je suis assez Ah, d'accord. bah, il a sa propre manière, effectivement, de raconter, ça, c'est sûr. Hop, je vais baisser le rideau sur notre petit salon et on va aller sur l'overlay où on va dessiner, enfin où tu vas dessiner parce que pour une fois moi je suis de repos et moi je vais commencer à vous Ah, c'est lire ça. du thé pour les Repose-toi. fantômes. Alors hop, regardez-moi ça, je vous fais ça bien. Attendez, il faudra déjà qu'il soit visible avant que je fasse ce soit bien. Il est où mon rideau? Ah, ah, il Bah est là. alors? Ah ouais, ça va. Hein. Je me suis gouré, mais oui, je me suis gouré, formidable. Hein. Ça, Euh, c'est un bandeau! Ouais, je sais, mais en fait, je sais pas pourquoi le truc s'est agrandi de ouf. Ah, 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 ah. Oh, mais de toute manière, mes streams, c'est toujours ça. Hein. Il y a toujours un bug quelque part. Et pourquoi il fait 15 mètres de long? What the fuck?
Bon, on va passer sur le truc, hein, je m'arrangerai avec ça plus tard. Allez, hop, on passe sur l'overlay. C'est les aléas du direct, on dit. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il faut que je remette mon autre caméra parce que je vais pas garder celle-là, c'est juste le temps de cet overlay-là. Où est ma caméra? Où est ma caméra? J'ai perdu la caméra. Où est la caméra? Euh... ouais, Où elle est là. t'es-tu caché? Voilà, la caméra est là. Hop. Ok, donc là, c'est le temps qu'elle va revenir. Désactiver, activer. Voilà, normalement c'est bon. Et voilà la caméra. Oh, connasse. Merci bien, c'est quand tu veux, Radas. Et ici, Internet. Internet. Hop, normalement. Voilà, parfait. Normalement, vous avez du coup Canel. Vous avez aussi le logiciel de dessin. Je vous ai mis les trigger warnings concernant le bouquin parce que bah c'est un bouquin qui parle de sujets quand même assez sérieux et sombres. Donc si les trigger warnings vous disent que c'est peut-être pas un truc pour vous, n'hésitez pas à garder juste le live en lurk. Je ne vous en voudrais pas. Et bah du coup, on va commencer. Et puis, bah du coup, alors tu dessines un truc à toi ou tu vas dessiner en rapport avec le bouquin? Non, non, en rapport avec le bouquin, bah sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Ok. Alors, Enfin, je dis ça, je sais pas, mais ah mais vous n'êtes pas pour moi en obligé. tout cas. Alors, petite question, chat. Est-ce que pour le bouquin, est-ce que vous voulez que je lance directement la lecture ou est-ce que vous voulez que je vous lise le résumé du livre? C'est comme vous voulez. Je vous laisse choisir. Je vous laisse un petit temps pour choisir. Comme ça, moi, je bois un coup. Tic-tac, je vote blanc. Ah, Ah là c'est là. pas comptabilisé, faut que tu revotes. Tac. Hop, la musique, elle est bien. Elle est pas trop forte, c'est nickel. Perfecto. Tony, qu'est-ce que tu en penses, toi? Résumé ou pas? Spooky Tony. Ça se trouve, il est parti se faire à manger. Il aime bien faire des pancakes. Eh bah écoutez, on va faire des pancakes, c'est vachement bon. Faudrait que j'en fasse à l'occasion vu qu'il fait froid en plus des Ouais, bah pancakes. ça va, me donne pas envie. Des crêpes et des pancakes. Eh bah écoutez, on va lire le livre sans passer Pardon. par le résumé. De toute manière, vous comprendrez très vite de quoi parle le livre. D'accord. Allez, c'est parti. Alors n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, et n'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son ou autre. Je vous laisse installer avec vos petits fleds. Ah bah tiens, t'avais raison, Canel. Il était parti faire des pancakes. Non, je demandais si vous vouliez que je vous lise le résumé du livre ou si j'enchaînais tout de suite. Donc, je vais partir sur le fait que j'enchaîne tout de suite. De toute manière, vous comprendrez très vite de quoi ça parle. Alors, il n'y a pas de numéro de chapitre pour le livre, si jamais. Tous les chapitres ont des noms. Ok, voilà. Alors, c'est la première fois que je lis en live, donc un peu de stress, mais ça devrait aller. Le salon des étrangetés. Faut pas croire ce qu'on voit. C'est de la connerie à tous les coups. Non, faut pas croire ce... Non, faut croire ce qu'on regarde. Et je ne parle pas de regarder les 20 heures, et je ne parle pas de regarder le 20 heures ou s'il reste du lait. Je parle de regarder avec ces choses que vous avez eues au fond des yeux, derrière, celles qui vous donnent des idées et des histoires et des envies de falaises et de vent. Vraiment, il faut pas croire tout ce qu'on voit. C'est comme la patronne derrière sa caisse. En la voyant, on se dit, c'est une sorcière. Bon, ça, je vous l'accorde. On fait difficilement plus sorcière. Manque plus que la pomme rouge et on se croirait chez Blanche-Neige. Mais en vérité, quand on la connaît, elle n'est pas si vilaine. La plus gentille personne de Nice, même. Enfin, je ne le dis pas trop fort, si elle m'entend, je me fais virer du salon. Alors oui, les chaises ont l'air vides, mais regardez mieux. Les théières, d'après vous, elles montent et descendent toutes seules? Et les tasses, elles sont bues comme ça, par évaporation? Allons, un peu de sérieux. Ce sont les fantômes, bien sûr. Les fantômes de Nice qui se servent le thé et se le boivent. Vous comprenez maintenant pourquoi la patronne vous a fait asseoir avec moi. Il n'est jamais, il n'est jamais vraiment désert, son salon. Quand on est vivant, on occupe la place, on occupe les places que les morts ont laissées. C'est la règle. Mais franchement, qu'est-ce qui vous a pris de venir à cette période? Faut pas s'étonner de finir trempé. Vous dégoulinez ma parole, on dirait un pain bagna.
Je suis sûr qu'il ne le mentionne pas, ça, à votre guide, qu'on a toujours une pluie d'Irlandais pendant le festival de Cannes. Quand on est venu pour les plages, forcément, ça donne la rougne. Ce qui aurait, ce qu'ils auraient écrit dans votre bouquin, c'est ce qu'ils auraient écrit dans votre bouquin s'ils m'avaient posé la question, à moi, c'est que le ciel d'ici, il est jaloux qu'on regarde un tapis davantage que lui. Alors chaque année, il nous fait une esclandre. On a le ciel qu'on mérite, que voulez-vous? Enfin, au moins vous êtes au bon endroit. Les jours de pluie à Nice, mieux vaut les passer ici qu'ailleurs, je vous le dis. Moi, en tout cas, je me sens comme un cake en train de dorer au four, avec le fauteuil bien mou dans le dos, tout autour les fantômes paisibles, les gouttes qui crépitent contre la fenêtre, les théières empilées, et, de l'autre côté, si on essuie la buée, voilà, le cours Saléya, le cœur palpitant du vieux Nice. Pour l'instant, il est tout mouillé. C'est joli aussi, mais il faut l'imaginer quand il fait beau, avec ses parasols rayés qui couvrent les marchés aux fleurs. J'espère que vous aurez au moins un jour de soleil pour y sentir le poivre des dahlias et le parfum vert des bassines. Vous hésitez? Moi, je vous conseillerais l'étrangeté de la Masque, mais ils sont tous excellents, vu qu'ils viennent du coin, de la vallée des merveilles, à 2 heures d'ici. Comme ça, comment ça, vous n'en avez pas entendu parler? Donnez un peu votre guide, donnez voir. C'est quoi ça? Sentier débattu, le guide expert de vos balades secrètes? Ça me fait rire. L'expert de rien du tout, si vous voulez mon avis. Un expert comme celui-là, il en pousse 3 pour chaque pissenlit sur le bord de chemin. C'est qui est dommage pour vous, au fond. Parce que en vous regardant entrer avec votre gourde qui pend du sac à dos, là, je me suis dit tout de suite, tiens, voilà quelqu'un qui aime les secrets, les vrais. Pas ceux qu'on lit dans les pages. Le saviez-vous pour s'instruire pendant la bronzette? Non, vous, ça se voit, ou que vous préférez poursuivre un véritable mystère plutôt qu'un gosse en brassard sur les galets brûlants. Si c'est de l'insolite que vous cherchez, je peux vous en donner, moi, avec d'authentiques morceaux de village hanté à l'intérieur. Du secret que votre guide, même pas en rêve, il imagine que ça puisse exister quelque chose d'aussi secret. Par contre, attention, l'excursion dont je vous parle là, très peu d'Ivans la connaissent. Il y a moi, ceux qui ont lu mon rapport aux archives, et puis la sorcière derrière le comptoir. Pas grand monde, quoi. Et ne le répétez pas trop, d'accord? On ne voudrait pas monter là-haut dans 3 mois et y trouver une boutique avec des porte-clés I love Veguma. Bon, alors, pour vous y rendre, il faut monter dans l'arrière-pays. Vous visiterez Nice plus tard, ne vous inquiétez pas. Depuis 2000 ans qu'elle se tient là, elle ne risque pas de bouger. Vous aurez tout le temps d'aller à la colline du château, sur la promenade, chez Fenecchio, manger des glaces au Gandiua, à la tourte de Blette ou à toutes les fadaises qui vous plaira. Mais d'abord, montez dans l'arrière-pays. Si vous réussissez à sortir en vie des embouteillages et de l'auto rouge, déjà, remerciez le ciel pour traverser le pont qui enjambe la Vésubie. Vous ne pouvez pas le rater. On dirait le corsage à lacets rouges d'une géante déshabillée. Après le pont, direction les montagnes, vous empruntez la route de la Vésubie. C'est là celle qui tourne et vire à flanc de gorge le long du cours d'eau. Le chemin vous semblera d'abord joli, large et paisible. Profitez-en. Bientôt, le niveau de la rivière s'abaisse, les ravins se resserrent, le torrent coule au fond du précipice sur les carcasses rouillées et les troncs fendus par l'orage. Contre les parois, les pierres qui menacent de s'écraser ne sont retenues que par des filets maigres. Castagnier, Utel, le Colombier, l'Entosque. À partir d'ici, les gens de la côte ne connaissent plus le nom des villages. Sauf nous, aux archives, bien sûr. Et le majordome cartographe, qui sait chaque impasse, chaque lieu-dit du pays, le pas des hérissons qui les traversent, et jusqu'au craquement des collines fêlées par les océans. La Bolène, Gordolon, Roquebillière. Depuis presque 100 ans, les bâtisses de Roquebillière, vieux en des parpaings aux fenêtres et des fissures plus larges que ma main, on en trouve partout dans la vallée, des villages abandonnés, à cause de la montagne qui parfois sursaute comme un réveil d'un cauchemar, et la Vésubie, d'engloutir un ou deux hameaux pour la consoler. À Rocca-Sapievera, par exemple, pendant des siècles, ils se sont coltinés la peste, les sauterelles, les séismes. Au bout d'un moment, ils ont fini par déguerpir. Il paraît que le fantôme de la reine Jeanne, comtesse de Provence, erre là-haut depuis qu'elle a tué son mari et dévoré un ragoût de ses propres enfants. Je ne peux pas vous confirmer, je ne peux pas vous confirmer, je n'y suis pas monté. À Tournefort aussi, un tremblement de terre a tout secoué. Je vous parle de ça, c'était il y a 550 ans. On n'y trouve plus aujourd'hui que les ruines d'un château mangé par les silènes et les lavandes sauvages. Roquebillière, c'est encore autre chose. Des gens tenaces à faire douter une tique de sa vocation. Ils ont subi leur lot d'éboulements et d'inondations comme le reste, mais eux, ils n'ont pas lâché l'affaire. 6 fois ils ont déménagé et reconstruit leur village. 6 fois ils sont montés et descendus dans la vallée, d'un côté à l'autre des gorges. L'ancien nom, Rocabiera, est devenu Roquebillière.
Beaucoup sont morts et d'autres nés. La rivière les a poussés plus loin et ils se sont laissés porter. Peut-être qu'ils se disent, à force, la Vésubie va finir par comprendre qu'elle ne se débarrassera pas de nous, qu'on est encore plus testard qu'elle et elle cessera de nous tomber dessus. On l'aura fatiguée, peut-être. En vérité, ils ont toujours un coin de la tête en train de faire valise. En vérité, ils ont toujours un coin de la tête en train de faire la valise. L'une de leurs deux oreilles attend sans cesse qu'un grondement retentisse depuis le fond des gorges. Mais ce n'est pas là que je vous emmène. Vous montez plus haut, vers le patelin fantôme le plus secret de la région, Bégouma. En sortant de Roquebillière Vieux, prenez le virage qui contourne un rocher. Vous verrez vous verrez un bouquet séché et une photo fanée d'enfants qui blanchissent sous le soleil. Le genre de rappel qui vous ralentit les chauffards plus sûrement qu'un radar. La route en montant se rétrécit, la route en montant se rétrécit encore. Ce n'est plus qu'une piste, une piste longue et chaoteuse qui décourage les curieux ou ceux qui ne le sont pas assez. Au bout, tout au bout, quand le sentier s'arrête, il faut laisser derrière soi la voiture pour gravir à pied un chemin multi. On vient de pénétrer dans le... On vient de pénétrer dans la vallée des merveilles. Attendez, ne vous réjouissez pas trop vite. Ici, la merveille, la meraviglia, ce n'est pas la féerie, c'est la chose étrange. C'est l'impression que quelqu'un marche derrière vous. C'est la surface du lac du tremblement qui s'agite sans brise, l'orage qui explose en plein ciel bleu quand vous passez le val de la Masque, la spirale gravée sur le col du diable, plus vieille que ce monde et les mondes d'avant qui vous envoûtent à vous faire oublier le chemin du retour. Grimpez les flancs du mont Bégaud, traversez les pentes arides, les forêts obscures. Si vous tremblez, c'est normal. L'ombre de la montagne couvre les mélèzes et frigorifie la rocaille. Après 2 heures, après 2 heures de marche, vous apercevrez, enfin, les ruines d'un hameau se reflétant dans un lac noir. Bégouma. Abandonné depuis les événements étranges survenus voilà près de 70 ans, dans la nuit du 15 au 16 août 1956. L'épicentre du mystère se situe juste au-dessus L'épicentre du mystère se situe juste au-dessus du village, sous les pierres d'une ancienne bergerie. Entre ces murs écroulés, on poussait des buissons de thym. Autrefois y sont nées 2 sœurs qui traquaient les fantômes. Monstre. On est en 1940 et l'été se grime en hiver. Carmine, la femme du berger, aurait dû accoucher il y a plus d'un mois. Alors oui, je fais une pause de petites secondes. Ce passage est très explicite sur un accouchement, donc attention à vous si vous êtes sensible à ce genre de choses. Je vais recommencer. Monstre. On est en 1940 et l'été se grime en hiver. Carmine, la femme du berger, aurait dû accoucher il y a plus d'un mois. Ce jour-là, son mari est mort. Comme ça, d'un coup, écroulé face contre table en plein dîner. Les deux petites qui croissent à l'intérieur de Carmine ont dû le sentir parce que, depuis, elle refuse de sortir, et son ventre n'en finit plus de s'étendre. Elle ne peut plus se lever sans tomber vers l'avant, alourdie par le poids des créatures qui la parasitent. Les enfants à naître se battent sans relâche. Elle ne voulait pas de jumeaux, pas de double portée. Un bébé, juste un, fille ou garçon, peu importe, mais unique. C'est déjà assez bien. C'est déjà bien assez. Celui qui sortira en second, il ne faut pas y penser. Rien que d'y songer, ça lui déclenche des tempêtes. Avec un peu de chance, à force de s'étriper, l'un des deux tuera l'autre avant la naissance. Les premiers coups ont commencé dès la 3e semaine. Beaucoup trop tôt, a dit Mireille, la sage-femme. Elle a crapahuté chaque mois jusqu'à la bergerie au-dessus du hameau. Chaque mois, elle est repartie un peu plus pâle. Les entrailles de Carmine abritaient des batailles de chats sauvages. Le terme arrivé, la coucheuse lui a appuyé sur le ventre et fait boire les herbes de la délivrance. Sans succès. Elle s'est promis de ne plus jamais monter dans cette maison de Jobastre. Il ne sortirait rien de bon de cette guerre intestine. Rien de bon. Si elle avait su que, 2 heures après son départ, en plus de tout le reste, le père rendrait l'âme, elle aurait envoyé le curé de Belvédère exorciser la bergerie. 10 mois, donc, que Carmine est réveillée la nuit par les griffures et les gifles qui agitent ses entrailles. Et, plus récemment, par les cauchemars nés du cadavre du berger, allongé sous un drap derrière la porte. Grosse comme elle est, elle a tout juste trouvé la force de traîner le corps devant l'entrée. Alors, parfois, elle aperçoit son mari qui ravive le feu, balaie les sangs, lui éponge le front. Dans sa fièvre, Carmine se demande si ces visions la terrifient ou la réconfortent. C'est un jour de brouillard, on n'y voit pas à 3 mètres. La sage-femme est prise de remords. Elle le sait. Elle a cette brume qui recouvre tout, que c'est un jour où naissent les démons.
Des démons ou pas, elle ne va pas laisser une fille accoucher seule, non. Surtout qu'on se gèle, même en plein été, à l'ombre du mont Bégaud. Carmine est déjà en train de hurler quand Mireille enjambe le drap puant sous lequel elle ne veut pas savoir ce qui s'y trouve. Les cris la rassurent, elle retrouve son rôle. L'eau est mise à bouillir, les plantes à infuser, la Carmine retournée à quatre pattes. Le ventre énorme s'enfonce dans le matelas. La coucheuse n'a pas le temps de dire pouce que, aussitôt, une tête de poupon apparaît entre les cuisses de la mère, et un instant, plop, le petit corps a glissé hors du conduit, comme un savon pour atterrir entre les bras de la sage-femme. Elle reste interloquée 4 secondes. Deux peut s'étonner de cette rapidité inédite chez une jeunette qui n'a jamais enfanté. Deux pour se demander s'il est normal que le bébé soit si normal. Ni corne, ni queue fourchue, ni langue bifide. Mais elle s'ébroue, pose la petite, c'est une fille, près du visage de sa mère, la couvre d'une peau lainée et reprend son ouvrage. La première aurait dû ouvrir la voie et faciliter l'arrivée de la seconde. Mais Carmine pousse, pousse encore, et rien ne vient. Elle se murmure à elle-même des mots, des encouragements et des insultes, des noms qui ne sont pas le sien. La coucheuse entre une, la coucheuse lui entre une main entière dans le corps pour aller chercher le réticent, et le retire avec un cri. Sur son index, elle trouve une profonde marque de dent. Mireille est de bonne volonté, mais elle en a jusque-là. C'est fini. Elle va pour partir quand Carmine lâche un hurlement qui éclate comme un coup de tonnerre et qu'on dira le lendemain avoir entendu dans toute la vallée. Les doigts sur la poignée, la sage-femme soupire. Et il lui fait avaler de force l'infusion de laurier, lui éponge le front, lui parle avec douceur ou violence selon les contractions de son ventre, lui enjoint de respirer. Carmine lui serre la main comme si ses petits, comme si, ah, lui serre la main comme si ses pieds pendaient d'une falaise. Pauvre petite. Derrière le mur, les moutons bêlent à s'en fendre la glotte. Au bout d'une demi-heure, Mireille n'en peut plus. Elle s'assoit sur une chaise tandis que Carmine gémit faiblement. Ah, excusez-moi. Euh, Au bout d'une heure, Mireille n'en peut plus. Elle s'assoit sur une chaise tandis que Carmine gémit faiblement. Elle ne va quand même pas la découper pour sauver ce bébé infâme, non? Le père, paix à son âme, n'est même pas là pour en prendre soin. Ou alors, elle pourrait préparer une autre infusion, du thym et de la Golterie. Oui, se dit-elle, c'est la meilleure chose à faire. La première a l'air robuste, elle occupera bien assez sa mère. Tant pis pour la seconde, elle n'avait qu'à sortir. Mais tandis qu'elle a le dos tourné pour assembler ses herbes abortives, voilà qu'un nouveau crâne pointe entre les jambes de Carmine. La petite regarde à droite, la petite regarde à gauche, à droite. Puis, sûre que personne ne l'a vue, elle se hisse hors de son cocon de chair, rampe jusqu'à la tête du lit, se glisse sous la peau de mouton et pousse sa sœur aînée qui tombe sur le plancher en braillant. La sage-femme se retourne. Elle marque un temps d'arrêt et hausse ses épaules. Plus rien ne la surprend. Mireille récupère par terre le nouveau bébé qui a dû sortir seul par un prodige quelconque. Encore une fille, elle se ressemble exactement à la première. Elle ressemble exactement à la première, à tel point que c'en est étrange. La coucheuse place les deux côte à côte pour comparer. Elle ne ressemble pas tant que ça, en réalité. Celle qu'elle vient de ramasser a les yeux gris, le crâne pâle. L'autre, déjà allongée, a les cheveux sombres. Elle tête sa mère, effondrée de fatigue. Soudain, Carmine sursaute et crie. Aïe! Elle m'a mordu! Mireille reconnaît alors, dans la bouche de la merdeuse, l'incisive qui a laissé l'empreinte sur sa main. Elle attrape le monstre, le tenant à bout de bras pendant qu'il se débat et hurle tout le temps dehors. Mais à part cette incisive incongrue et ce bizarre échange de place, la cadette n'a rien d'extraordinaire. Elle est rose, vigoureuse, vulnérable. La coucheuse secoue la tête. Il faut couper les cordons, descendre au village le plus vite possible et ne plus jamais revenir. Il se produit ici des choses qui la dépassent, et elle aime ce qui est simple. Elle donne le placenta à manger aux moutons. Les enfants sont rincés, langés et mis chacune sur un sein. L'aînée séduit déjà sa mère par sa douce tétée. La cadette, qui a voulu prendre sa place, tente de se frayer un chemin jusqu'au téton. Dès que tu auras retrouvé des forces, Camille. Dès que tu auras retrouvé des forces, Carmine, descends t'installer au village. Tu ne pourras pas t'occuper toute seule de deux nourrissons et d'un troupeau. Juste avant de repasser par-dessus le tas nauséabond devant la porte, Mireille se souvient de se demander. Comment tu vas les appeler? C'est pour le registre municipal. Carmine sursaute à nouveau, la seconde l'a encore mordue. Elle la repousse et répond. Agonie pour celle-là. Puis, caressant la tête de l'autre, et pour ma jolie Félicité.
La cocheuse opine sans discuter, mais arrivée devant le maire, au moment d'inscrire les prénoms sur le grand cahier aux pages crème, elle se dira que tout, elle se dira que tout de même, cet enfant part suffisamment mal dans la vie sans avoir besoin d'en rajouter. Alors elle prendra le Alors elle prendra la première lettre, la dernière, les bousculera un peu et en dessous du nom de Félicité, elle écrira Egonia. Alors un instant, je vais boire. Hop. Les enfants ont grandi et les moutons sont morts. Carmine s'en est à peine rendu compte. Elle avait bien assez à faire avec ces deux monstres de filles. Félicité rangeait ses jouets bien parallèles, coloriait son dépassé, babillait toute seule en montrant le vide et caressait des animaux invisibles. Elle bat, elle est brave, décréta sa mère, mais un peu fada, c'est-à-dire quelque part entre la folie et la fée. Quant à Agonie, Carmine avait sauvé de l'hécatombe une brebis pour allaiter la petite. Sa dent, sinon, lui déchirait le sein. La cadette était goulûment et grandissait 2 fois plus vite que sa sœur. Là où Carmine vidait les langes d'agonie, dans le pré, derrière la maison, poussaient la nuit des plantes qui n'existaient pas, des fleurs que le mont Bégo redoutait, gigantesques, trop exubérantes pour être honnêtes, qui envahissaient la terre et enlaçaient de leurs racines le vieux banc déjà fendu. Leurs pistils bleus électriques ondulaient comme des algues, parmi les mâchoires couleur leurs pistils bleus électriques ondulaient comme des algues, parmi les mâchoires couleur d'hématomes et de pétrole qui se refermaient sur les moineaux subitement. Clac! Sans leur laisser le temps de piailler. Une fois rouverte, elle poussait, une fois rouverte, elle poussait des sifflements d'oiseaux. On vit bientôt derrière la bergerie un pré entier de ces fleurs monstrueuses, et plus aucun volatile dans la région. Mais les fleurs, ça faisait juste un jardin original à côté de ce qui lui jaillissait de la bouche. Alors, mais les fleurs, ça faisait juste un jardin original à côté de ce qui lui jaillissait de la bouche. Parce que dès qu'Agonie babillait ou toussait trop fort, il fallait se cacher. Elle crachait des papillons. Des papillons comme ça, on se dit, c'est joli. Si, euh, si les ailes sont colorées, pourquoi pas? Mais les insectes d'Agonie sortaient précisément d'Agonie. Et il ne semait pas autre chose. Là où il se posait, le bois vert séchait. Les cheveux devenaient blancs et les visages prenaient des rides. Pour se protéger, elle et sa maison, et sa première fille, sa mère lui attacha un bâillon sur les lèvres. Carmine s'était acheté, peu après l'accouchement, un petit miroir ovale au cadre argenté, une toile tendue, un chevalet, 2 pinceaux et une boîte de couleurs. Quand elle avait fini de s'occuper des moutons restants et de ses enfants, elle attrapait la glace debout et la scrutait intensément. On aurait dit, m'a rapporté plus tard Félicité, qu'elle y cherchait quelque chose, une chose invisible au réel, que le reflet seul pourrait lui révéler. Elle traçait sur la toile tout en se regardant. Elle traçait sur la toile tout en se regardant les contours de son propre visage, le ressort de ses boucles, les virgules de ses cils. Le portrait en paraissait approfondi, comme éclairé de l'intérieur. Au bout de quelques mois, il semblait avoir pris vie. Il vous suivait des yeux si vous passiez devant. Alors, un instant, les gens, on m'apporte une offrande. Merci. Merci, mon cœur. Hein. Ah, tu m'as ramené un donut. Ah ouais, la vache. Il est très très beau. Je te remercie. Excusez-moi pour l'interlude, on m'a apporté mon goûter. Et bah, content que le livre te plaise, Tony. J'espère que la lecture vous convient aussi. Hi, 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 hi. Alors, on va dire qu'on reprend à ce passage. Hmm.
Mais je te connais, moi. Je savais c'était laquelle. Ah bah non. Alors, le portrait paraissait. Attends, on va encore m'interrompre, donc attendez. Ah, il veut sa deuxième portion. Il veut. Ah ouais, beaucoup mal. Hmm. Oui, je me doute, Tony, si ça fait longtemps que t'as pas entendu parler quelqu'un avec autant de français, oui, c'est pas étonnant. Alors, c'était pas des nuggets, c'était une madeleine. Alors, Alors, on va reprendre à partir du portrait. Le portrait en paraissait approfondi, comme éclairé d'intérieur. Au bout de quelques mois, il semblait avoir pris vie. Il vous suivait des yeux si vous passiez devant. Quand on lui demandait pourquoi, elle peignait toujours ce portrait depuis longtemps terminé. Carmine répétait qu'il ne lui ressemblait pas encore, pas tout à fait, qu'elle devait l'embellir. Seuls les yeux au milieu démesurés. Oh, j'ai la coco partout sur les dents. Seuls les yeux au milieu demeuraient inchangés, dorés, à rouler comme des billes dès que quelqu'un traversait la pièce. Le reste du tableau, autour, continue à se nuancer, à se charger d'ombre et de relief. Les jumelles ont grandi. Les filles de berger savent s'occuper d'elles-mêmes plutôt que les autres. À 5 ans, elles treillaient les brebis et rapportaient ensemble des œufs du village pour se préparer des omelettes. Et heureusement, parce que, et heureusement, parce que 4 fois par an, Carmine s'absentait 2 semaines environ. Elle revenait les habits mouillés, et au regard moins fatigué aussi. Elle se rendait près de la mer, expliquait-elle à Félicité, faire des provisions de fruits venus d'un monde lointain, des pamplemousses et des pamplemousses et de grenades et de trésors. C'est au retour de l'un de ces voyages que Félicité a reçu son tout premier service à thé. Une théière miniature d'un blanc nacré, pas plus grosse qu'un poing d'enfant, ornée de motifs bleus et bordée de dorures. 3 tasses assorties avec leur soucoupe, un pot à lait et un sucrier. La porcelaine était si fine qu'on pouvait voir à travers. La porcelaine était si fine qu'on pouvait voir à travers. La foudre zébrait la nuit, certains soirs d'orage. Yes, I have 2 cats. One there and another one là-bas. J'ai essayé, hein. Donc oui, j'ai 2 chats. C'est un chat noir qui s'appelle Ruby et un gros chat tigré qui s'appelle Ichigo. Et rien à voir avec Bleach. Avertissement. Je vous explique tout ça, mais au fond, je n'en sais pas tant. Je vous raconte les choses telles qu'on me les a dites, ou telles que je m'en souviens, puisque Félicité m'a parlé de tout ça il y a 2 décennies. Et qu'à l'époque, son récit avait déjà 20 ans. C'était en 2003, et je cherchais les fuyards du Mont Bégo, échappés avec leur histoire. Effectivement, t'as gagné. Ichigro, oui, c'est son petit surnom, oui. On a longtemps répété que la bergerie était hantée. Le village, en dessous, vidé à cause de ça. Que ses occupants avaient pris leurs ânes et leurs marmots pour ne plus revenir. En vérité, personne ne savait ce qui s'était réellement passé. C'était bien pour cette raison, d'ailleurs, qu'on m'a envoyé les trouver. J'ai fini par comprendre que je n'étais pas le premier aux archives à qui on a confié cette mission suicide. Quand les collègues ont vu que j'héritais du dossier Bégouma, ils m'ont tapé sur l'épaule avec un air désolé. Je les ai cherchés, les anciens habitants des merveilles. J'en ai repéré 2 ou 3 éparpillés dans la région, et quand je leur ai demandé ce qui leur était arrivé sur le mont Bégo, tous m'ont tiré la même tête. Une tête qui disait: On te parlera de ce que tu veux. Du loup qui a mangé 3 de nos agneaux, de la récolte qui a brûlé, de ce con d'immeuble qu'ils ont construit juste à côté et qui nous cache la mer. On te donnera même nos recettes de la soupe au pistou. Mais de ça, non. On ne te parlera pas. Je leur ai demandé si la bergerie était hantée, histoire de vérifier, puisque c'est ce que j'avais entendu. Et tous, sans une seule exception, comprenez-moi bien, tous ont eu un petit rire tristoun pour personne d'autre qu'eux-mêmes, et ont murmuré en baissant la tête. Évidemment que oui. Si ce n'était que ça, on serait resté. On le sait que les bergers sont des jeteux de sorts et des tempestaires. S'il en est un qui devait devenir un fantôme, c'était bien lui. Non, c'est quand il est mort que les choses se sont gâtées, quand il est parti et que la bergerie s'est remplie de masques.
D'abord, j'ai cru qu'il parlait de sorcières, puisqu'on les appelle comme ça là-haut, les masques. Je n'ai saisi que beaucoup plus tard ce qu'il voulait me dire. Je sentais bien qu'il aurait fallu laisser en paix avec mes questions, mais j'avais une mission à remplir, moi. Alors j'ai demandé plus de détails. J'ai insisté. Là, ils n'ont pas tous réagi pareil. Vous voyez le trait blanc sous mon sourcil? Moulin à poivre, jeté par l'un des vieux que j'ai interrogé. Un autre m'a juste regardé droit dans les yeux jusqu'à ce que je m'éclipse de malaise. Il y en a quand même une, à la fin, qui m'a répondu. La petite de Carmine. La seconde. Je n'ai pas eu le cœur à la laisser s'éteindre à la naissance. Ma foi, peut-être que j'aurais dû. C'est ce qui n'est pas tout à fait vrai, comme Mireille me l'avouera plus tard, comme Mireille me l'avouerait plus tard, et comme je vous l'ai déjà raconté, puisque si Agonie n'avait pas fini par naître de son propre chef, la sage-femme l'aurait avorté sans remords. Egonia a disparu cette nuit-là, la nuit où on a fui Bégouma. Je ne sais pas où vous pourriez la trouver. Sa sœur, on dit qu'elle a ouvert à Nice un bureau de détective spécialisé. Aucune idée de ce que ça signifie, mais j'imagine qu'on ne compte pas de douzaine de ce côté du Var. Voilà comment j'ai recueilli l'histoire de Félicité. Oui, il est magnifique le dessin de Canal, oui, je suis d'accord. Il peut toujours. Dehors, de plus en plus de rues. Même les mouettes se sont mises à l'abri. Vu comme c'est parti, on en a pour la journée. Maintenant, si vous voulez passer le temps pendant qu'on boit notre thé, je peux vous conter le récit de Philisté, qui est aussi celui de Bégouma et de son abandon. Je peux vous retracer ce que j'ai compris d'elle, de sa sœur, de sa mère, surtout, de leur village hanté et de l'été où les habitants l'ont fui. Je ne vais pas tricher, je ne vais pas mentir, je vous donnerai toutes les vérités de ceux qui ont vécu cette histoire, et comme je ne dirai que le vrai, il n'y aura sans doute là-dedans pas grand-chose de réel. Vous voilà prévenu. Chez la passeuse de fantômes. La porte de chez Félicité vous a forcément dû... La porte de chez Félicité, vous avez forcément dû passer devant. Elle se situe juste à l'angle du salon de thé, dans une rue de Nice qui ressemble à celle d'avant et à celle d'après. Si on tend bien l'oreille, à l'heure de la sieste, on peut entendre au loin le port et le ressac. Le jour où je la trouve, moi, il pleut un tel déluge que la ville entière n'est qu'un tambour gigantesque. Comme aujourd'hui, en fait. Des lambeaux de nuages s'accrochent au clocher, on ne voit même plus les horloges qui pointent au-dessus des tuiles. La pluie vernisse les pavés d'un sirop transparent. Au coin des caniveaux transformés en rivière, le marché a laissé des mimosas brunis et des bouts de poisson qui attirent les mouettes. L'eau coule sur les portes des chapelles, sur les grilles des boutiques, dégouline sur les poignées, les heurtoirs, les sonnettes. Mais sur cette porte, mais sur cette porte-là de cette rue de Nice, la pluie n'a rien où s'accrocher. Pas de poignée, pas de heurtoir, pas de serrure. On n'aperçoit dans le mur qu'une enseigne qui tremble sous les rafales. Son dessin affadi pourrait se confondre avec une figure de Barbie, un pain de boulanger peut-être. C'est une tête de mort. Un crâne coiffé d'un haut de forme, une loupe devant son orbite creuse. Et en dessous, si petit qu'on doit plisser les yeux pour lire, il est écrit détective spécialisé, fantôme, âme en peine, esprit errant. Entrée sans frapper. Cet accès-là est réservé aux spectres. Pour vous et moi, une autre porte existe. Il faut longer le bâtiment, passer devant la fenêtre où nous sommes assis et rejoindre l'entrée principale du palais de Caïs. Et rejoindre l'entrée principale du palais de Caïs de Pierre-Là. Là, depuis le seuil, on voit le cours Saléya tout entier. Les façades rouille et sable, les volets couleur de mer bousculés. La chapelle safran des pénitents noirs, les palmiers qui n'ont rien à faire ici, mais qui plaisent aux touristes, et derrière soi, le vieux palais, qui se dresse avec son silence et sa peinture effritée. Le souvenir des gens très riches qui se sont éteints très vite et n'ont laissé derrière eux que cet immense bouton d'or fané. Les Niçois et les artistes qui l'avaient occupé l'ont déserté. Alors Félicité y a eu des domiciles, ou bien l'inverse, allez savoir. Elle cherchait un endroit au-dessus de la foule. Le la porte côté Saléya a tout ce qu'il faut pour entrer. Heurtoir, serrure, sonnette. Ensuite, par contre, on doit monter jusqu'au quatrième étage. On doit monter jusqu'au quatrième et l'ascenseur fonctionne à peu près un jour sur deux. De temps en temps, les grilles métalliques se coincent ou les boutons ne marchent plus et on se retrouve à emprunter l'escalier, de plus en plus étroit à mesure qu'on grimpe. Franchement, si vous pouvez prendre l'ascenseur, prenez-le. Ça vous évitera d'arriver là-haut tout transpirant. Félicité n'est plus là pour vous expliquer que vous sentez mauvais, mais faites-le par respect. Elle n'aimait pas qu'on débarque chez elle en sueur. Après, elle n'arrivait plus à apprécier son thé. Et qu'elle soit en train de le boire ou de le préparer, il y avait toujours du thé qui fumait quelque part chez Félicité.
Pour le servir, elle suivait un rituel qui lui donnait une allure de ballerine dans sa boîte à musique. D'abord, elle remplissait la bouilloire. Puis, en attendant les premiers frémissements de l'eau, elle sélectionnait une théière parmi les dizaines alignées le long des murs, sur le dessus des commodes et le bord des fenêtres, de toutes les formes concevables. Un potiron avec une anse végétale, une dame en jupon, un piano à queue, une cabane au toit de chaume, un cygne, et puis des ronds, des ovales, des en forme de poire, des en cuivre, en céramique, en fonte, en porcelaine, en argile, des élancés, des courtaudes, blanches, peintes, dorées. Enfin, vous avez compris, beaucoup de théières. Elle sortait ensuite les tasses. Là-dessus, elle se montrait beaucoup moins pointilleuse. Elle attrapait n'importe lesquelles et les posait sur des soucoupes dépareillées. Sauf pour les fantômes, bien sûr. Le service dédié au spectre, lui, tenait dans une mallette pas plus grande qu'un dictionnaire. Quand elle l'ouvrait, on apercevait à l'intérieur la couleur d'un cœur qui pulse. Chaque tasse, chaque soucoupe, chaque cuillère y dormait dans sa coquille de velours. Elle les sortait une par une, comme des œufs fragiles. Ça faisait chuchoter le tissu duveteux. Sur la porcelaine, des lignes bleues esquissaient des dragons et des nénuphars. Assez vieillot pour plaire à la plus usée de vos grands-tantes, assez sublime pour vous imposer le silence. Félicité déposait dans la théière quelques bourgeons d'un étrange thé qui tintait en tombant. Quand la bouilloire chantait le bon accord, elle la retirait du feu. Elle regardait les feuilles se délier, se détendre, s'étendre sous l'eau fumante, et leur vapeur diaphane entourait le plateau. Elle portait le tout au salon et s'installait face aux fenêtres, l'été. Face aux fenêtres. L'été, quand il pesait en bas une chaleur de goudron liquéfié, rien ne lui plaisait plus que de rester au frais, en haut de sa tour, à boire son thé au-dessus de la mer, telle une mouette dans son nid. Alors, en secret, elle sortait d'un tiroir un sachet qui laissait deviner, entre les illustrations fluo imprimées sur le plastique, des colliers de bonbons. Elle croquait dans les perles roses et blanches comme des petits glaçons en mettant de côté les bleus. Et s'il pleuvait dehors, une vraie pluie d'ici, elle respirait encore. Elle ne se contente pas de pleuvioter. Elle ne se compte pas de pleuvioter la pluie d'ici. Elle ne fait pas semblant. La pluie vide nice de ses vacanciers, de ses bruits de klaxons, de ses voitures en triple fil, du bleu fond de cuvette que prend la mer les jours où il fait trop beau. Elle nettoie tout, lave les couches criardes de peinture pour carte postale et rend à la ville le gris pur de sa toile. Félicité portait toujours un chapeau anthracite, un foulard au reflet de lame aiguisée, un chemisier chute de grêlon, un pantalon marre de goudron, des bottes aux talons en acier et une cape en laine ardoise. Sur les trottoirs, elle projetait une, sur les trottoirs, elle projetait une ombre pleine d'orage. Et si vous lui demandiez, tu ne veux pas mettre un peu plus un pull mauve ou un peu de rouge à lèvres peut-être? Elle vous lançait un sourire à vous donner des cauchemars de congélateur. Le gris, c'est comme Félicité. Il faut un esprit plus subtil que la moyenne pour en apprécier les nuances, parce que Félicité n'était ni brave, ni fada, contrairement à ce qu'avait décrété sa mère. Elle était redoutable. Deuxième avertissement. Avant de continuer, j'ai deux choses à vous dire à propos des fantômes. D'abord, vous avez peut-être entendu dans des reportages qui passent la nuit avec sur des chaînes à 3 chiffres que les spectres vont errer dans un lieu précis auquel ils sont attachés, qu'après leur mort, ils se retrouvent liés à un endroit qui a marqué leur vie. Eh bien, je ne sais pas d'où ils tiennent leurs informations, mais tout ça est parfaitement vrai. C'est là, dans ce point aveugle de la mémoire, que se cachent les fantômes. Dans leurs moments de honte, leur culpabilité, leurs regrets en suspens, dans leur vérité sous les masques, saisir les remords du vivant pour débusquer le spectre, Félicité en a fait son métier. Ensuite, n'importe qui ne devient pas fantôme. Ça ne vous arrivera que si cette malpolie de mort vous interrompt en plein discours. Si vous voulez partir pour de bon, s'entraîner vos désespoirs éternellement, laissez quelque Si vous voulez partir pour de bon, s'entraînez vos désespoirs, éternellement, laissez quelque part, de préférence à quelqu'un que vous aimez assez pour payer ses tarifs exorbitants, le numéro d'un collègue de Félicité. Parce qu'un passeur devra terminer la phrase à votre place, à haute voix, aux oreilles de celui qui devait l'entendre. Je vous avertis en tant qu'ami, au moins maintenant. Vous savez. Je vous avertis en tant qu'ami, au moins maintenant vous savez. Taisez-vous quand vous mourrez. Forêt de marbre. Angèle Victoire, par exemple, elle n'a pas eu l'idée de se taire. Depuis 2 siècles, la comtesse qui vivait ici autrefois n'arrête pas de parler.
Félicité l'entend sans l'écouter pendant qu'elle bavarde et se plaint tout le jour. Elle se plaint de l'ennui du thé trop peu infusé à son goût, des habitudes lassantes de Félicité, Félicité qui nettoie encore au lieu de venir discuter, Félicité qui range l'appartement pour la deuxième fois, Félicité qui lui passe une main au milieu du ventre pour tapoter un coussin sur le canapé. Quand la comtesse lui demande pourquoi elle s'acharne à cirer un meuble qui brille déjà, la passeuse répond: Je n'aime pas quand on voit mon désordre, et j'ai un client qui arrive. Tenez donc, et qui je vous prie? Le président du conseil régional. Du conseil régional? Alors il vient de Marseille. Pauvre de nous. Cet été-là, on est en 1986. Félicité a 46 ans et les cheveux écarlates. Avec le carré vermeil qui couronne sa longue silhouette grise, elle ressemble à une allumette éteinte. Elle raligne les théières assoupies sur leur étagère, emplit les tasses et les livres semés un peu partout, repasse un coup d'éponge sur le plan de travail, va fermer la porte de sa chambre, attrape sur sa table de nuit un miroir ovale pour vérifier que son chapeau est droit et son tailleur défroissé. Mais oui, ma chère, vous êtes parfaite, comme d'habitude. Écoutez-moi maintenant. J'y suis allée à Marseille. Les rues y sont nauséabondes et le vent affreux. Votre client va nous rapporter le choléra. Je vous interdis de lui ouvrir la porte. Trop tard. Il est là. Taisez-vous. En bas, sur le cours Saleya, l'élu descend de sa berline. Il contemple au-dessus de lui le palais qu'il croyait vide. Personne ne veut avoir pour voisine la dame qui parle au spectre. Attention, comprenez-moi bien, ce n'est pas que les Niçois craignent les maisons hantées. Un Niçois n'a peur de rien. Ils ont simplement le bon sens de s'en tenir éloignés. Voilà tout. L'homme entrevoit derrière les rideaux du quatrième étage la détective qui l'attend. Il pénètre dans la bâtisse. Au moment où l'ascenseur atteint le palier, Félicité aperçoit sur la table basse des ficelles ponctuées de perles bleues, le reste des colliers multicolores qu'elle grignotait encore 10 minutes plus tôt. Elle jette les élastiques mâchonnés sous le canapé et s'assoit dignement dans son fauteuil en cuir. Quelqu'un a dû remettre au président. Quelqu'un a dû remettre au président une note bien informée. Il entre sans bruit, retire ses chaussures, traverse l'appartement et prend place sur la chaise en bois. Devant, devant lui s'aligne une tasse, une bouilloire et divers petits tas de feuilles brunes. Félicité ne se lève pas pour l'accueillir. La mère du client est morte le mois dernier. Il a trouvé dans les affaires de la défunte les preuves d'une vie qu'il ne connaissait pas. Une vie secrète auprès d'une première famille. Avant lui et son père, tout un passé qu'il n'avait jamais soupçonné derrière le masque de la mère humble et attentionnée. Il a cherché des réponses, des explications. Comme on peut s'en douter, les détectives qui s'occupent des vivants ne lui ont été d'aucune aide. Félicité observe cet homme qu'on appelle dans les journaux le requin de la côte et comprend mal pourquoi tout le monde le craint. Ici, dans son salon, assis sous les théières qui le toisent, sa chaussette de droite trouée au bout du petit orteil, elle lui trouve surtout l'air d'un enfant perdu dans un supermarché. La compte. Le président du conseil sort de sa poche un chèque plié qu'il pose entre eux. Félicité ne le vérifie pas. Vous avez des questions? Je vous écoute. L'homme se racle la gorge et remue sur sa chaise. Vous êtes chasseuse de fantômes? Chasseuse? Allons donc, ce n'est rien d'infaisant. Depuis le canapé, Angèle Victoire s'étouffe d'indignation. Depuis le canapé, Angèle Victoire s'étouffe d'indignation. Les gens, morts ou vivants, apprécient rarement d'être comparés à du gibier, confirme. Ah, ok, je me suis trompée. Depuis le canapé, Angèle Victoire s'étouffe d'indignation. Les gens, morts ou vivants, apprécient rarement d'être comparés à du gibier, confirme Félicité. Non, je suis détective spécialisée en spectres et passeuse de fantômes. Je les trouve, je les fais passer, s'ils le souhaitent, vers un trépas plus définitif. Yeux fuyants vers la gauche, mains agitées, tout se... Félicité balaie du regard l'été aligné sur la table. Tous arracheront à cet homme une vérité qui lui-même ignore. Mais chacun a son effet spécifique. Ces étrangetés qui sentent la mousse et le vent, c'est la théologue qui les cueille dans la vallée des choses étranges et les fournit à Félicité, une boîte pour chaque province. Les rives du lac des Mille Fonds, algues du lac de Fenestre, col du diable, val de la Masque, col de la Couillole, tête de la Lave, et bien sûr, le thé des merveilles, celui qui pousse dans un recoin secret du mont Bégaud et fait parler les morts. Pour le requin, Félicité sait exactement lequel servir, lac du tremblement. Elle allume la bouilloire et l'eau commence à crépiter. Elle se tourne alors vers le mur où attendent ces dizaines de théières et frappe 2 fois dans ses mains. Rien ne se passe. Félicité sourit à son client et recommence, plus fort. Les théières restent immobiles.
Le président se retourne, se retourne. Personne. Il se demande si c'est lui qu'on applaudit. Elles ont toujours été comme ça. Ah, faut que je me rassoie parce que je suis mal assise et j'ai mal aux fesses. Hop, hop là. Hop, tac, tac, tac. Je vais boire un petit peu de mon bubble tea. Si t'as besoin de faire une pause, Cannelle, n'hésite pas. Hein. Oh, oh, oh. J'ai un petit chat tout mignon qui dort en mode petit pain sur son petit fauteuil. C'est adorable. Alors. Elles ont toujours été comme ça, les théières de Félicité. Une insolence d'adolescente. Elle ignore d'où lui vient ce manque d'autorité sur son troupeau. Chaque fois, ça lui fiche un coup. Elle se lève, en saisit une en forme. Chaque fois, ça lui fiche un coup. Elle se lève, en saisit une en forme de forteresse médiévale. Tourelle tordue pour le bec, pont-levis pour la hanse, et la porte à table. Parmi les secoupes, elle choisit celle qui contient les feuilles du tremblement, en respire le parfum, le vide dans la théière. Sans regarder le président qui tente de cacher le trou de sa chaussette en le couvrant de son pied gauche, elle demande. Vous a-t-on expliqué ma méthode de travail? On m'a juste dit, vous allez discuter. Vous allez boire et nous allons parler. Ou plutôt, vous allez parler. Je vous ai déjà transmis tous les documents. Chut, taisez-vous. Les clients haussent les sourcils. Il lui vient des envies de répliquer qu'on ne le traite pas comme ça. À Marseille, qu'on le traite pas comme ça. À Marseille, il y a sans doute bien de passer qu'il y a. Le client hausse les sourcils. Il lui vient des envies de répliquer qu'on ne le traite pas comme ça. À Marseille, qu'il y a sans doute bien des passeurs de fantômes de l'autre côté du Var, mais il se retient. Quelque chose dans la posture de Félicité qui tend l'oreille près de la bouilloire l'empêche de briser le silence. On dirait que l'avenir des mondes va se jouer dans les prochains chuchotements de l'eau. Soudain, elle se redresse et, dans un chuintement, verse l'eau fumante au creux de la théière. Pendant que les feuilles se déploient sous la chaleur, Félicité ferme les yeux, compte mentalement jusqu'à 165. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Gimme de cat. Attendez. Hop, si vous voulez voir le chat. Vous la verrez pas beaucoup parce que c'est un chat noir, donc je sais pas. Voilà. The loaf of blood of love. Hein, voilà. Là, il y a la tête. Il y a le cucu ici. Parce que bah on voit une ombre et c'est tout. C'est tout. On voit pas grand chose d'autre. Aïe, les cheveux. Hop, hop, tac. Voilà. On met dans mon plaid. Hop. Oula. Soudain, elle se redresse et dans un chuintement verse l'eau fumante au creux de la théière. Pendant que les feuilles se déploient sous la chaleur, Félicité ferme les yeux, compte mentalement jusqu'à 165 et, enfin, remplit la tasse d'une liqueur dorée qui tourne avec lenteur entre les parois. Pourrais-je avoir un peu de sucre? La passeuse fait semblant de n'avoir pas entendu. S'il trouve la boisson amère ou fade, il n'en laisse rien paraître. Félicité croise les bras et s'enfonce dans son fauteuil. Le vrai travail commence. Le vrai travail débute ici. Dites-moi tout. Tout? Commencez par l'image qui vous vient en premier à l'esprit au sujet de votre mère. Le thé du tremblement le calme déjà. Il respire moins haché. Ses yeux fixent le fond de la tasse. Après quelques secondes, des mots surgissent d'eux-mêmes. C'était une femme réservée. Elle me paraissait heureuse. Buvez avant que le thé refroidisse. Il boit. À chaque gorgée, l'homme rentre davantage en lui-même, et peu à peu, les souvenirs insignifiants qui intéressent vraiment Félicité remontent comme des bulles à la surface de sa mémoire. Les moments les plus banals lui reviennent dans toute leur intense précision. La chute du cacao en poudre la cuillère sur le lait chaud, depuis la cuillère sur le lait chaud, les,
les 1er novembre seul avec son père devant la télévision, le beige de la boîte où il rangeait son déjeuner, la texture des chaussons qu'on devait enfiler pour monter à l'étage, le parfum de la rambarde cirée de l'escalier, le papier peint du couloir rugueux sous ses paumes, sa mère aux yeux rougis le 31 octobre, le plafonnier à franges dans la chambre des parents, le bouquet de fleurs séchées sur la table de nuit, le bouquet de fleurs séchées de moins en moins fourni, chaque année plus dépouillé, le bouquet réduit à une fleur unie quand il a 13 ans, le vase vide, le 1er novembre de ses 15 ans, et sa mère avec eux, devant la télévision, qui regarde quelque chose, au-delà de l'écran. Où se rendait-elle le 1er novembre de chaque année? Mon père disait qu'elle allait voir ma grand-mère. Je me demande s'il était au courant pour le premier marée. Félicité cherche là-dedans un secret, un basculement. Déterrer les mesquineries des défunts, celles qui plongent les vivants dans le malaise parce qu'il faut sanctifier les morts, voilà le métier de la passeuse de fantômes. Elle n'y peut rien. Elle ne sait pas faire autre chose. Mais le fond de sa conscience lui susurre. Ce n'est pas vrai. Tu sais faire autre chose. Tu aurais pu. Ces explorations avortées entre les théiers du monde, ces cultivars que tu n'as jamais rapportés des continents bleutés parcourus par les théologues, cette vie sans habitude partie avec ta sœur, voilà presque 30 ans. 30 ans. Peut-être qu'Agonie est morte. Oui, sans doute. La nuit même de son départ, probablement, ou peu après, puisqu'elle a disparu entre les arbres de la forêt pour ne plus en ressortir. Agonie n'a pas su que leur mère, depuis cette nuit-là, n'a plus jamais été la même, qu'elle l'avait détraquée au point de l'éparpiller. Félicité secoue la tête. Cette amertume, au fond, c'est un enfantillage, un caprice. Sa mère, elle, ne s'est jamais plainte de devoir lui essuyer la bouche et les fesses. Et ce n'est pas après 30 ans de patience et de soins qu'elle va céder comme sa sœur à l'égoïsme lâche de la liberté. Mais franchement, pourquoi penser encore à Agonie? Sa jumelle lui a déjà pris une mère, elle ne veut pas en plus la laisser gâcher un bon client. Vous disiez que votre mère effectuait l'aller-retour dans la journée. Elle ne pouvait pas se rendre bien loin. Elle partait en voiture? Non, elle ne conduisait pas. Elle devait prendre l'autobus en bas de la rue, j'imagine. L'arrêt s'appelait Champfleury. Bizarre comme nom. On n'a jamais vu de fleurs ni de champs dans ce quartier, seulement des maisons grisâtres qui se ressemblaient toutes, serrées les unes contre les autres jusqu'à la ville suivante. Et ce bus, jusqu'où mène-t-il? Il retrouve aussitôt le nom de chaque arrêt, comme si les plans s'étalaient sous ses yeux. Champfleury, Les Bosquets, Saint-Joseph, Batelier, Batelier rive gauche, Rouget de Lille, cimetière. 1 heure plus tard, Félicité et son client descendent du bus à l'arrêt cimetière. Elle le guide à travers la forêt de marbre, vers une tombe qui n'a rien de remarquable hormis le bouquet séché, sans couleur mais complet, posé près d'une plaque. À mon fils, bien-aimé. Assis sur la dalle, le fantôme de la vieille femme élude les questions de Félicité. Son regard reste ennuagé, perdu dans les dévies éteintes. La passeuse sort alors la mallette réservée aux morts, avec le thermos qui garde l'eau à 83 degrés et prépare le thé des merveilles. La mère se penche, malgré elle, vers la porcelaine en attendant qu'on lui serve une tasse. Agiter un objet photopréhensible devant un spectre, c'est mieux qu'un ruban sous les yeux d'un chat. Leurs âmes est aimantée par ces encres. Elles leur rendent de la consistance presque de la vie. De loin, ils les sentent et ils viennent s'ils peuvent. Ça explique pourquoi le salon ici est toujours aussi rempli de clients invisibles. La défunte racontera bientôt, quand le thé aura agi, le premier mariage, le premier enfant, les petits poumons qui respirent mal, les semaines dans une chambre blanche, le bouquet qu'elle n'a pas réussi à déposer sur le cercueil. Ce 1er novembre-là, parce qu'on ne peut pas déposer tout son chagrin d'un seul coup, et qu'une fleur à la fois rend le deuil moins brutal. Elle racontera le mariage qui s'étiole, le second mari et la douleur qui se tolère mieux dans le secret. Félicité lui demandera ce qu'elle disait au moment de mourir, et à qui et quelle phrase interrompue la condamnait à son état de spectre. Elle lui offrira, si elle le désire, de prononcer pour elle ces derniers mots inachevés à celui qui devait les entendre. Mais la vieille femme préférera, peut-être, rester près de ses fleurs aux couleurs passées. L'homme requin, rasséréné par ses réponses, oubliera ses airs d'enfant perdu. Il repartira à Marseille. Félicité rentrera à Nice. Elle encaissera son chèque. Dans son palais flétri, au fond du cours Saleya, elle croquera dans un collier de bonbons et se préparera un thé, celui du lac Petit, qui l'aide à mieux remonter les méandres du passé. Elle boira une pleine théière pour se rappeler sa mère telle qu'elle s'en souvient, quand Agonie ne l'avait pas disloquée, qu'elle n'était encore que sa mère, quand elle ne disparaissait pas derrière trop de visages, trop de voix, quand elle ne partageait pas son corps avec 56 inconnus et ne répondait qu'à un seul véritable nom, le nom de Carmine.
Avant de s'endormir, lorsque les lignes de son lit se croiseront au bout de page, elle se tournera vers sa table de nuit, où ne trône aucune photo de famille. À côté du réveil, ses doigts trouveront d'eux-mêmes le petit miroir ovale au cadre argenté. Et puis elle est trop vieille pour garder une peluche. Elle cherchera le sommeil comme ça, la main sur le dos du miroir, où sont gravés ces mots. Pour ma félicité, maman. Dernier avertissement. Depuis qu'elle m'a offert cette histoire, Félicité est morte. Elle a bien pris soin de se taire, alors ne rêvez pas, elle n'existe plus nulle part, sous quelque forme que ce soit. Son appartement, tout son immeuble en réalité que les Niçois évitaient parce qu'ils trouvaient qu'elle portait le parfum de la mort, a été racheté, rénové et investi par des vivants qui parlent fort. Non pas des Italiens, des Russes je crois, ou des Anglais. Les gens du quartier ne les aiment pas beaucoup plus que Félicité. Ça me console un peu. Elle sentait bon, pourtant. Elle sentait bon pourtant. Jusqu'à la fin, elle avait ce parfum de thé blanc et de fleurs d'oranger. Pas de mort, quoi. Mais ce que je veux vous raconter, pendant que la pluie tombe, ce n'est pas tant l'issue de l'histoire que son commencement. Pourquoi le village de Bégouma s'est soudain vidé de tous ses habitants, sauf d'une seule, ce mois d'août 1956? Comment des murs ont pu s'écrouler alors qu'aucun orage ni séisme n'a été enregistré dans la région? Comment des mélèzes ont fendu des toits alors que la forêt commence bien plus loin, sur la montagne? Tout a débuté avec la naissance des deux sœurs, bien sûr. Vous le savez déjà. Seulement parfois, une histoire n'existe pas dès son premier moment. Elle trouve ses racines plus tard, plus haut dans l'arbre, et il faut descendre ensuite le long du tronc, grimper encore quelques branches, repartir vers les nœuds du bas, ramasser les feuilles mortes et cueillir les nouveaux fruits pour en saisir tous les contours et la mesure. Cette histoire-là, c'est Félicité qui me l'a racontée. Alors elle commence par Félicité. Cette histoire-là, c'est Félicité qui me l'a racontée. Alors elle commencera. Alors elle commence par Félicité. Félicité qui, le mardi 22 juillet 1986, comme tous les mardis, ou presque depuis 30 ans, monte chez sa mère au fin fond de l'arrière-pays, sans se douter que, ce mardi-là, elle la verra vivante, pour la dernière fois. Couronne de rubis. Les fleuristes s'éventent au milieu de leurs seaux sous les parasols du cours Saléya, quand, dans le brouhaha du marché, un claquement résonne sur les pavés. La dame au talon d'acier approche. Vite, ils se redressent, attrapent une tige au hasard, leurs mains se tendent hors de l'ombre. Dans l'allée, leurs mains se tendent hors de l'ombre. Dans l'allée centrale, blanche de lumière, Félicité avance. Elle saisit au passage sans même regarder à qui appartiennent les mains tendues, un tournesol, un passiflore, un œillet, et la voilà partie avec un bouquet qui ne ressemble à rien, mais réjouira sa mère. Les fleuristes soufflent et se rassoient en se demandant, comme d'habitude, d'où leur vient ce respect teinté de frissons, eux qui ont l'aigle pour emblème et n'ont peur de personne. C'est ce que le palais caïs de Pierre-là est... C'est que le palais de Pierre... C'est que le palais caïs de Pierre-là est glauque, s'explique-t-il entre eux, avec sa peinture safran qui s'écaille et ses moulures défigurées. Il faut être un peu fatigué pour vivre seul là-dedans. Sans doute qu'elle les observe depuis le dernier étage, d'où on surplombe tout le cours. Alors il lui offre des fleurs comme on offre des cierges à un saint, au cas où. Au volant de sa panthère gris-lune, Félicité salome dans les rues du Vieux-Nice, klaxonne dans les bouchons de la promenade, prétend ne pas voir le fantôme du mendiant au feu rouge qui continue à demander, dans l'indifférence des vivants, une pièce pour manger. Elle a rempli son coffre de boîtes de conserve pour un mois, des lingettes aussi. Sa mère oublie de se baigner quand elle n'est pas là pour le lui rappeler. Et puis le miroir. Elle a failli le laisser, mais avant de partir, au dernier moment, elle est repassée par sa chambre et s'est dit pourquoi pas? Ça se tente. Fé- euh, Félicité monte, Félicité monte moins depuis quelques mois. La déception qu'il y attend est devenue insoutenable. Elle ne sait pas si elle pourra continuer longtemps. Elle n'est plus vraiment jeune. Félicité et les ombres qui l'ont déconcentrée pendant l'entretien avec son dernier client viennent de plus en plus souvent se masser sous son crâne. Elle klaxonne à nouveau et s'énerve contre les piétons. C'est le meilleur moyen de repousser cette terrible envie de faire demi-tour qui la gagne à chaque intersection. Elle n'a pas le droit. Elle ne peut pas la laisser là-haut, à se débattre sans aide avec les intruses qui l'assiègent. Cette mère lui a appris le monde et comment s'y faire une place, à coups d'épaule si besoin. Carmine a tiré de sa vie simple au village Carmine a tiré de sa vie simple au village la sagesse des lavoirs, le savoir du berger, une profondeur d'astre. Elle connaissait les creux et les pleins de l'âme humaine, et avait quelque chose d'une fée. Et on ne laisse pas une fée, même sans elle, même vieillie et démente, croupir dans un village abandonné, même si elle refuse d'en partir. La voiture a quitté les embouteillages.
Elle suit le trajet vers l'arrière-pays, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Félicité ne voit plus le paysage. Elle a trop arpenté ses gorges pour remarquer encore le reflet fauve sur les cimes ou les échos réverbérés qui se renvoient les pierres. La panthère s'y conduit toute seule, virage après tunnel au-dessus de la rivière asséchée. À chaque tournant, les boîtes de conserve s'entrechoquent dans le coffre. Sur le trajet de presque 2 heures jusqu'à l'entrée des merveilles, il n'y a qu'un endroit qui la réveille et lui rappelle invariablement les mêmes souvenirs. C'est sur le chemin qui bifurque vers les montagnes peu après Roquebillière-Vieux, sur le bas-côté. Là, le fantôme d'une fillette brune, le regard toujours passé, jupe au vent, poing sur les hanches. Félicité aperçoit chaque fois dans le rétroviseur qui tremble la silhouette de l'enfant qui redescend en contrebas de la route vers un vieux puits caché entre les oliviers sauvages. Le petit spectre, avec son regard effronté, lui rappelle la journée des cheveux rouges. Le souvenir se déclenche en automate, court-métrage lancé, malgré elle, par sa mémoire mécanique. Sa mère, ce jour-là, avait les yeux de la fillette fantôme. Félicité est rentrée de l'école, plus silencieuse encore que d'habitude. Si elle parle, elle dira la vérité, puisqu'elle ne sait pas la retenir. Et on l'a prévenue, elle doit se taire. Alors elle prend son temps pour remonter vers la bergerie. Elle attend les la... elle attend... Elle attend que les larmes sèchent au bout de ses cils et que sa voix n'ait plus l'encombrement pâteux de ceux qui ont pleuré. Pour, par contre, elle ne pourra pas cacher ses cheveux. Si elle rentre assez tard, peut-être, si la lumière baisse suffisamment, maman ne verra pas la différence. Et si elle fait une remarque, Félicité dira juste qu'ils ont poussé comme ça dans la journée. Rien de plus. Ce n'est pas un mensonge, après tout. Sa sœur, sa sœur court vers elle sur le chemin, couverte de suie, des paumes jusqu'au front, main plaquée sur la bouche, sur, main plaquée sur la bouche, elle écarquille les yeux. Félicité secoue la tête et continue d'avancer. Sa jumelle se plante face à elle. Comment? Un gros papillon noir s'échappe de ses lèvres. Je ne te dirai pas comment, Nanny. Maintenant, laisse-moi passer, s'il te plaît. Et n'oublie pas ta muselière si tu veux parler, d'accord? Félicité sait que sa sœur déteste la muselière qu'elle lui a fabriquée et qui emprisonne les papillons contre sa bouche, au point de lui dissoudre peu à peu les dents. Mais c'est toujours mieux que le bâillon de maman. Et ce soir-là, elle n'a pas assez d'énergie pour la douceur et la compassion. Puis en regardant sa jumelle, une idée lui vient. 5 minutes plus tard, Nanny lui avait rapporté de la suie et l'aide à s'embarbouiller les cheveux. Tout se passera bien. Félicité atteint la bergerie rassurée par son plan infaillible, pendant que sa sœur rejoint les poutres de la charpente par la cheminée. Félicité a préparé ce qu'elle doit dire. Elle veut dormir tôt, sans manger, elle n'a pas faim, elle est fatiguée. Maman la verra à peine traverser la pièce. Elle ne se rendra compte de rien. À l'intérieur, dos à la porte, maman repeint son éternel portrait. Quand Félicité entre, Carmine s'interrompt et se tourne. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Mais enfin, pourquoi tu t'es mis de la suie sur la... Mais enfin, pourquoi tu t'es mis de la suie sur la tête? J'espère qu'on ne t'a pas vu comme ça au village. Félicité sent tout son aplomb la déserter d'un coup. Maman s'accroupit près d'elle et lui demande ce qui lui arrive. On dirait au moins que tu as croisé la sorcière au pain d'épices. On dirait au moins que tu as croisé... On dirait au moins que tu as croisé la sorcière au pain d'épices. Elle lui chuchote. Alors Félicité rigole, d'un rire qui sonne un peu trop comme un sanglot. Quand elle était petite, rien ne la terrorisait davantage que la sorcière d'Hansel et Gretel, dans le livre que lui lisait sa mère le soir. Viens, ma chérie, je vais te laver les cheveux et tu vas m'expliquer. Félicité ne bouge pas. Je ne veux pas te parler. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit. Pas le droit? S'amuse sa mère. Tu es la fille de Carmine. Personne ne peut te dire si tu as le droit ou pas. Qui te fait croire une chose pareille? Félicité se mord très fort la joue pour ne pas pleurer, mais ça ne sert à rien. La vérité jaillit toute seule en même temps que les larmes entrecoupées de hoquets. Les filles de l'école ont vu ses cheveux blancs et les lui ont arrachés. Sa mère ne s'amuse plus du tout. Elle la regarde avec des pupilles une brûlure. Elle la regarde avec dans les pupilles une brûlure qu'elle réserve d'habitude à Agonie. Depuis qu'elle a eu 10 ans, des fils argentés de plus en plus nombreux couvrent la tête de Félicité. Les moqueries ont commencé dès la rentrée. On n'entendait que ça. Une excuse
On n'attendait que ça, une excuse. Quelque chose enfin de tangible pour cracher son dégoût à la figure de cette fille bizarre qui parlait seule en affirmant répondre au fantôme de son petit papa. Les railleries se sont peu à peu changées en menaces et, cet après-midi-là, en cheveux déracinés par poignées derrière la fontaine, dans le cours de l'école. Pour chaque mèche blanche arrachée, 10 sont repoussées aussitôt. Les filles se sont énervées. Elles ont tiré sur sa chevelure d'un côté et de l'autre comme dans un jeu de tir à la corde, jusqu'à ce que Félicité saigne et que la cloche sonne à la fin de la récréation. Sous la pluie, sa tête n'est plus couverte que de cheveux argentés, tachés, çà et là, de sang séché. Carmine lui embrasse le front et quitte la bergerie. Quand elle rentre 1 heure plus tard, la nuit est tombée. Ses habits par endroits semblent avoir été brûlés. Elle déclare à sa fille: les autres ne te toucheront plus, ne t'adresseront plus la parole, ne te laisseront plus pas un regard, ne penseront même plus à toi. Tu seras parfaitement tranquille. Et parfaitement seule, songe Félicité. Sa mère lave et soigne avec douceur les plaies sur son crâne. Puis elle sort un bocal rempli d'une poudre vert sombre, et après l'avoir humidifié, la lui applique en bout sur la tête, face au miroir ovale, où leurs deux visages se reflètent ensemble. Moi aussi, de toute façon, je voulais commencer à l'éteindre, annonce Carmine. Elle enveloppe sa chevelure de la même mixture verdâtre qui sent le foin. Une fois leur tête rincée et séchée, mère et fille se placent de nouveau devant le miroir au cadre d'argent. Les cheveux de Carmine bruns et bouclés se sont teintés d'acajou. Ceux de Félicité, lisses jusqu'à son menton, en sont ressortis cramoisis, plus incandescents que les braises dans l'âtre presque éteint. Les reflets de Carmine affirment à celui de Félicité: écoute-moi bien, écoute bien ce que je vais te dire, ma fille. Ne laisse plus jamais quiconque te peiner comme ça. Tu es la félicité de maman. Si tu n'es pas joyeuse, alors maman non plus. Et puis rappelle-toi, l'âme rattrape toujours le visage. Toujours. Les gamines du village, ce sont des cajots. La plupart, elles ont le cul large comme la porte d'Aix. Toi, tu as le cou long, la taille fine, et désormais ta propre couronne de rubis. C'est aux autres de baisser les yeux devant toi, Félicité. Pas l'inverse. Maintenant, maman va se coucher. Elle est très très fatiguée. Les filles de l'école ne s'étaient plus jamais moquées d'elle. Le son même des pas de Félicité leur inspirait une terreur à leur piquer les yeux de larmes. Chaque samedi matin, jusqu'à ses 15 ans, elle et sa mère consacraient ce moment à deux, face au miroir ovale, à teindre les cheveux l'une de l'autre, pendant que la couleur reposait. Carmine se cherchait des rides dans la glace, essayait des tenues, et se désolait de ne pas pouvoir les partager avec Félicité, trop maigre pour ses robes. Elles se racontaient par reflets interposés leurs secrets, et inventaient pour elles seules des histoires semées de pièges en pain d'épices et décideuses sorcières aux dents carriées. Comment ça a débuté? Félicité dépasse le Félicité dépasse le village délabré de Roquebillière, les cadavres de boutiques, la photographie blanche, le spectre de l'enfant, des lieux-dits épars aux maisons silencieuses et vides, toujours en travaux. À mesure qu'elle grimpe, le paysage se réduit à une glissière de sécurité au feuillage mêlé de figuiers et d'oliviers sauvages, et aux montagnes d'amour. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Il est très très cool ton dessin, Canel. Alors. Euh, mm. Le froid qui s'infiltre par les ventilations de la voiture la saisit peu à peu. Les trous et les bosses du macadam la secouent dans son siège. Les figuiers laissent place aux sapins, les villas neuves aux masures abandonnées. Le ciel aussi s'est assombri. Les sommets disparaissent dans la brume. L'été ne monte guère jusqu'ici. À l'approche du mont Bégaud, tout devient plus brut, plus flou. La lumière l'arrête des rochers, l'air qui se raréfie. Plus de chalets, plus de panneaux. Seuls ceux qui connaissent vraiment les merveilles se risquent jusque-là, jusqu'à cet espace où la route perce soudain au-dessus de l'ombre, au-dessus des mélèzes, et traverse l'immense tapis de pierre et de lacs. La voiture ne peut pas monter plus loin. Ici commence le territoire des gravures, des lièvres blancs et des chamois. Vous verrez, quand vous irez à votre tour. Grimper vers les hauteurs de Nice, c'est plonger son corps de l'autre côté du miroir, dans l'envers sauvage de la côte.
Loin de la rutilance, sa moiteur. Loin de sa rutilance, sa moiteur et ses bruits. Félicité coupe le contact. Elle échange ses souliers de ville contre des chaussures de marche, prend son bouquet, range au fond de sa poche, range au fond de sa poche la petite glace ovale et claque la portière. Dans le coffre, elle récupère le gros sac de randonnée, plus énorme encore que le vôtre si vous voulez, si vous pouvez le croire. Où elle entasse des paquets de pâtes, elle se noue. Où elle entasse des paquets de pâtes. Elle se noue autour de la taille la corde qui tient, au bout, la caisse à roulettes pleine de boîtes de conserve. Sur la piste qui sillonne, Sur la piste qui sillonne entre les buissons épineux, elle entame son ascension vers Bégouma. En quelques minutes, sa nuque se couvre de sueur. Le sac est lourd sur ses omoplates. La corde lui blesse la peau du ventre. Derrière la caisse en métal qu'elle traîne se renverse en cognant contre les cailloux. Plus jeune, elle montait jusqu'à Bégouma en moins d'une heure. Mais elle a besoin de pause maintenant pour gravir la montagne sans que ses genoux cèdent. Tout ça pour peut-être ne pas voir sa mère. La pente devient raide et le souffle lui manque. Pour lutter contre l'urgence croissante de faire demi-tour, pour ignorer le point de côté qui lui perfore le flanc, elle fixe son regard sur le sommet du mont Bégaud, plus proche à chaque pas. Même quand la violence du soleil rend la cime douloureuse à contempler, elle ne la quitte pas des yeux. Elle s'enfonce dans cet outre-monde où pendant 6000 ans ont marché les bergers qui précédaient son père. Parfois, elle contourne un fantôme en train de graver en poignardant un Parfois elle contourne en train de graver un Parfois elle contourne un fantôme en train de graver un poignard ou un taureau sur un rocher couleur d'encre rouillée. Je lui ai dit, moi. Félicité, faut le prévenir. Félicité, faut le prévenir. Le musée d'Ende. Il raconte à tout le monde que ces gravures, elles sont sacrées, voire occultes. Il faut leur expliquer que ce sont des publicités pour le fabricant d'armes et le marché aux bêtes. Mais Félicité n'aimait pas décevoir. Elle aperçoit Elle aperçoit enfin, de loin, la bergerie où elle a grandi. La bâtisse trône, éternelle, au-dessus du hameau. Derrière l'ancien pré des fleurs bariolées d'agonie, n'est plus qu'un champ de tiges noires. Même le blanc, Même le banc qu'elle enserrait de leurs racines a été calciné. En descendant vers le village en ruine, elle appelle sa mère. Rien ne lui répond sinon son écho et le crissement des graviers sous ses pas. Tout à coup, d'une oreille, quelqu'un surgit. Félicité, un instant, se retrouve épinglée à une porte, au point d'arbalète sur le ventre. C'est Carmine. Sans cette énergie qui la rend silencieuse et rapide, on pourrait croire que Carmine a le double de son âge. À même pas 70 ans, sa peau est déjà molle et transparente de partout, comme une gélatine crue, traversée de veines lavandes. Ses yeux n'ont plus de cils, ni ses poignets, la force de tenir son arme. Elle tremble, minuscule et fragile, sous un gilet orange à bandes fluorescentes. Elle baisse sa flèche et s'écrie d'une voix de chèvre. Vous m'avez fait peur! Je vous ai prise pour la grande forestière. Ça ne lui plaît pas que quand je chasse, c'est interdit, soi-disant, comme si j'avais le choix. Félicité lisse ses habits, redresse son chapeau, soupire de soulagement en déposant son sac et dénoue la corde avec douceur. Elle prend la main froide de Carmine. Ce n'est que moi. Est-ce que maman est là? La chasseuse l'observe. Félicité espère que sa mère va lui parler, mais brusquement, Carmine retire sa main comme pour se dégager d'un piège. Elle marmonne, elle enfile en bandoulière une écharpe tricolore. Son sourire devient alors chaleureux, sa voix plus assurée. Bienvenue, Félicité. Cela fait longtemps qu'on ne vous a pas vu ici. Votre mère ne peut pas vous recevoir pour l'instant. Est-ce que je vous ai annoncé ma réélection à l'unanimité? Venez donc avec moi boire un verre à l'hydre, que je vous donne des nouvelles. Vous verrez, la patronne prépare des cocktails de moins en moins mauvais. La mère, qui occupe le corps de Carmine, lui serre poliment la main. Il faudra s'en contenter. Félicité la suit entre les bougainvilliers secs qui tremblent sous la brise. Une mésange pépille depuis un tronc empalé sur un toit. Derrière la vitrine de la boulangerie fissurée, en étoile, une affiche jaunie annonce ouverture un jeudi sur deux de 7 heures à 9h30. Tout sans l'humidité. Sur les quelques murs qui tiennent encore debout, une rampe, une moisissure verte. Sur les quelques murs qui tiennent encore debout rampe une moisissure verte, vomie par les carreaux brisés. Les tiges sèches se dressent dans les pots sur 2 ou 3 balcons. Félicité observe Carmine qui marche devant elle, autrefois si belle avec ses boucles sombres et son visage en cœur, désormais vieillarde, démente. Depuis qu'elle s'est repliée tout au fond d'elle-même, seule demeure son cœur menu, agité de trop d'habitantes, et puis son ombre aussi, son ombre difforme, démesurée, qui projette sur les trottoirs un nombre impossible de têtes et de bras entremêlés.
Ça a commencé, cet éparpillement de sa mère, la nuit du retour de Félicité après son année d'études avec la théologue. Elle avait 16 ans. Agonie a décidé de partir, le village s'est vidé. Dans les jours qui ont suivi, Carmine a pris ses quartiers dans le hameau désert. Elle a investi la boulangerie et fabriqué son pain. Puis, comme il fallait bien gagner de quoi vivre, elle se l'est vendue. Avec l'argent du pain, elle a payé de quoi fournir le bar. Elle a voté des lois pour réguler le débit de l'alcool et de tabac. Et elle s'est élue mère. Carmine, au fil du temps, n'est devenue qu'une infime partie d'elle-même. Une 57e au au décompte. Quand elle monte jusqu'à Bégouma, Félicité a une chance sur presque 60 de tomber sur sa mère. Carmine reste une habitante discrète. Elle s'efface devant celles qui apparaissent tour à tour sous ses traits. La mère affable, la policière méfiante, la boulangère intentionnée, et de nouvelles Carmine qui n'existait pas lors de la dernière visite. Les boueuses épuisées, la coiffeuse inspirée, la musicienne curieuse. Il semble à Félicité qu'à chaque jour qui passe, sa mère se morcelle, se multiplie et lui échappe un peu davantage. Sur la grande place, c'est-à-dire autour d'un carré d'herbe haute et pas plus large que que cette table où nous sommes, on trouve une cabine téléphonique, jamais utilisée, mais toujours en état. Félicité y veille, et le bar tabac de l'hydre qui n'accueille personne. Les banquettes sont vides, même les spectres ont déserté le lieu. Carmine passe derrière le comptoir et lance. Oh, la petite de Carmine, qu'est-ce que je lui sers? Elle a goûté mon nouveau cocktail? Elle prononce coque-tel, torchon sur l'épaule. Elle remplit un verre d'une substance jaune où pétillent des bulles, puis vient s'asseoir face à Félicité. Je l'ai appelé l'ouvrier à cause de la couleur. J'hésitais avec le tournesol, mais ta mère m'a dit que c'était moins marrant et qu'elle n'avait pas le nom des fleurs. Devine ce que j'y ai mis. Félicité ignore le verre, pose son bouquet sur la table et demande prudemment. Ma mère, puisque tu en parles, comment elle se porte? J'ai apporté pour elle des fleurs du cours Saleya. De quoi manger aussi, et des lingettes. La serveuse soupire, son haleine rappelle à Félicité les tables de son enfance. Sous les paupières parcourues de vénules flasques, ses yeux autrefois dorés sursautent dans les coins, comme si elle percevait partout des claquements fantômes. Tu le répéteras pas à la patronne, hein? Tu le répéteras pas à la patronne, hein, que je m'assois ici avec les clients. Ta mère, je l'ai pas croisée depuis un moment, mais j'entends ce qui se raconte sur les banquettes, et ta mère, il paraît qu'elle est fatiguée. C'est-à-dire? Je sais pas les détails. Je t'ai dit que j'entends pas que... Je t'ai dit que j'entends, pas que j'écoute. Puis une demi-heure que Félicité est arrivée, elle avait défilé une bonne partie du village. Ça, oui, mais sa mère, elle-même, rien. Même pas l'effort de lui dire bonjour, ou de dire au moins bonjour. Elle repense aux 2 heures de virage qui l'attendent au retour, à la sueur qui lui colle les vêtements contre la peau, à cette randonnée qui lui faisait les genoux douloureux, chaque fois un peu plus longtemps. Quand chez elle, l'ascenseur fait son caprice et qu'il faut descendre à pied les étages, elle doit s'arrêter au chaque demi-palier pour ne pas s'écrouler. Une fois, pour ne pas s'écrouler. Une fois, même, elle a descendu tout l'immeuble sur les fesses. Ses jambes ne la portaient plus. Elle repense à ses sursauts d'acide au fond de l'estomac dès qu'elle imagine 20 fois par jour sa vieille mère sans personne dans ce hameau abandonné, dont elle refuse de partir, peu importe le reste, quitte à laisser Félicité. Grimper jusqu'ici, repartir, remonter, chaque fois, genoux fêlés, dos ployé pour la ravitailler, la laver, la changer, recommencer, sans jamais un mot, pas un seul mot d'une mère pour sa fille. Elle n'attend aucune gratitude pour ce qu'elle fait, pas de récompense. Elle s'en fout. Elle veut juste sa mère. Et cette femme qui la regarde poliment sur la banquette depuis longtemps, ce n'est plus sa mère. C'est là, en observant cette étrangère qui bavarde sous les traits de Carmine, que Félicité se rend compte qu'elle ne peut plus, qu'elle n'a plus la force. Cette escalade sacrificielle, ces discussions absurdes, ses genoux ne sont plus assez solides pour les porter. Pas si, au bout du chemin, il n'y a plus Carmine. Maman, si tu veux me dire quelque chose, dis-le-moi. Mais ne prends pas la voix de la serveuse pour m'en parler. Les yeux turbulents de la vieille femme se figent. J'ai pensé à toi. Regarde, je t'ai apporté des fleurs. Sa mère respire plus vite. Elle caresse un pétale jaune. Une larme de pitié traverse Félicité qu'elle s'oblige à repousser. De l'intérieur de sa veste, elle sort le petit miroir ovale et le pose entre elles sur la table. Tiens, prends-le. Tu te souviens, les matins où tu me teignais les cheveux en rouge? Carmine approche ses doigts tremblants du cadre en argent. Elle s'apprête à le frôler, mais elle retire d'un coup sa main comme si elle allait la brûler et secoue la tête et les yeux clos. Félicité aussi ferme un instant les paupières. Elle veut revoir leurs 2 visages dans la glace, leurs cheveux plâtrés de la même boue verte. Les fausses bagarres pourront peindre une trace sur le nez de l'autre. Pas ce miroir vide qui ne reflète plus que la moisissure du plafond.
Viens, maman, j'ai quelque chose à te montrer. Elle lui attrape la main, plus fermement cette fois pour ne pas qu'elle s'enfuie. Après, je te laisserai tranquille, promis. De sa main libre, elle reprend le miroir, puis se lève et en laisse sa mère hors du bar tabac. La vieille femme hésite, mais se laisse entraîner. Son poing reste inerte dans celui de Félicité. Son poing reste inerte dans celui serré de Félicité. L'une derrière l'autre, reliées par un bras tendu et un bras mou, avec pour troisième compagne l'ombre monstrueuse qui les suit, elles remontent vers la bergerie. Tandis qu'elle s'approche, le corps de Carmine se met à résister. Félicité ne regarde pas en arrière. Elle avance sans céder aux menaces, ni aux reproches, ni aux gémissements, ni au silence. Entrée dans la bergerie, quand un tel soleil brille dehors, ça donne l'impression de se glisser entre les parois d'une grotte, glacée, humide, obscure. À l'aveuglette, Félicité ouvre un volet rouillé. Un ray de lumière trébuche à l'intérieur, opaque, de particules en suspens. Rien n'a bougé depuis sa dernière visite, il y a des années. Sauf peut-être les toiles d'araignée encore plus épaisses, et puis l'odeur de renfermé. Sinon tout est pareil. La cuisine sommaire, l'âtre éteint, le matelas en paille sur la mezzanine. Le chardon cloué à la porte du fond, celle qui donne sur l'étal où on n'a pas plus entendu un bêlement depuis 30 ans. Et au milieu de la pièce, un grand drap grisâtre. La vieille, réfugiée dans un coin, se couvre le visage. Les 57 femmes à l'intérieur d'elle connaissent ce qui se cache sous le tissu. Elles savent que Félicité va le dévoiler, et elles ont peur. Depuis tellement d'années, elles n'ont plus regardé en face. Félicité soulève le drap et le laisse retomber par terre. Derrière le nuage de poussière se dresse, presque intact, à peine craquelé, le portrait de Carmine sur son chevalet. Dans son souvenir, il ne ressemblait pas à ça, c'est-à-dire à rien, ou après à pas grand-chose. Le tableau est difforme, gonflé de milliers de couches superposées qui ont fini par former une sculpture. On dirait qu'une version étrange de Carmine, plus jeune, plus inhumaine, a passé la tête jusqu'au cou à travers la toile et s'est fixée là, créature décapitée, pendue au trophée contre un mur, pendue en trophée contre un mur de manoir. Sur le chevalet, le visage, si on peut appeler visage, cet amas creusé, multicolore, où on devine entre les fissures une bouche gercée et des trous de narines parmi les boursouflures, clignent des paupières comme pour se réveiller. Seules les billes des yeux au milieu sont nettes et brillantes, vivantes. Elles roulent à droite, à gauche, et se posent sur la femme qui les a peintes. Félicité aimerait l'inviter à s'approcher, à toucher le tableau et à reprendre le pinceau, même pourquoi pas. Ça l'a toujours apaisée après ces tempêtes, mais elle n'ose pas élever la voix. Il semble que quelque chose entre la Carmine de chair et la Carmine de gouache. Il semble se passer quelque chose entre la Carmine de chair et la Carmine de gouache. Sa mère a baissé les bras et avance vers le portrait qui la suit des yeux. Des expressions fugaces agitent ses traits. Du bout de l'index, elle longe le contour des cloques sur le nez, la mâchoire cabossée. Quand son regard plonge dans celui de la sculpture, elle paraît presque se réveiller à son tour. Puis, lentement, Carmine se lève. Carmine lève sa figure vers Félicité. Une figure qui veut dire « Je suis désolée. Je suis désolée, mais moi non plus, je n'ai plus la force. » Elle recule son bras, elle recule son bras. Elle recule, son bras tombe. Son visage se referme, son regard repart ailleurs, au fond d'elle-même. Félicité se précipite vers elle, mais sa mère la fixe sans la voir. Comme au travers d'un fantôme, songe Félicité qui la tient par l'épaule. Maman, c'est moi, c'est Félicité, tu es là? Sa voix s'est brisée comme les derniers mots, sur les derniers mots. Parce que de toute évidence, non. Carmine n'est pas là. Elle s'en veut d'avoir respiré. Écoute-moi. Si quelqu'un d'autre, d'ailleurs, écoutez-moi aussi, je ne remonterai plus à Bégouma, d'accord? Pas si vous m'empêchez de parler à ma mère ou si elle refuse de sortir. Je ne viens pour personne d'autre, mais elle n'est jamais là. Les doigts de Carmine se mettent à trembler. C'est pour ton bien, maman. Tu es la seule famille qui me reste. La vieille hurle aussitôt en se plaquant les mains sur les oreilles. La vieille hurle aussitôt en se plaquant les mains sur les oreilles. Carmine, monte la garde! Voilà. Elle a fait dérailler sa mère pour de bon. Pourtant, elle sait qu'elle ne doit pas interférer avec ces différents visages, ni tenter de s'adresser à l'un quand Carmine choisit de montrer l'autre. Sa mère vit en somnambule, qui change de rêve et qu'il faut saisir sans la réveiller lorsqu'elle traverse le bon. Et surtout, Félicité sait qu'il ne faut jamais même en creux, qu'il ne faut jamais même en creux, même pour souligner son absence, évoquer sa jumelle. Mais si Carmine a définitivement disparu dans les profondeurs de son corps assiégé, si vraiment Félicité n'a plus de mère, il ne lui reste que sa sœur, si elle n'est pas morte. Le souvenir d'agonie et la réalité de sa disparition s'imposent d'un coup à Félicité.
Trop tard. La crise prend des proportions incontrôlables. Carmine crie, se lamente, gémit, les yeux rivés sur un point visible, hameçonnée, impossible de s'échapper. Tout son corps tressaute et aussi elle débite ses délires incohérents. Personne, personne ne parle, personne ne m'écoute. Je viendrai, non, tu ne veux pas dire ce qui nous coûte, on n'écoutera pas, tais-toi. Il ne faut pas parler, tais-toi. On t'a dit garde ça pour toi, pour nous. Cette sœur n'a rien à faire là, rien du tout. Ça ne doit pas sortir, ça t'appartient à nous, à personne d'autre, à personne d'autre. C'est nous, les autres. Tais-toi, tais-toi. Et Félicité ne sait pas comment réagir. Elle se sent triste, démunie. Enfin, elle croit, elle n'a pas l'habitude de ces sentiments-là. Alors, doucement, elle se lève, lui pose une main sur l'épaule et lui promet au milieu des vociférations qu'elle reviendra si sa mère l'appelle, qu'il suffit de laisser un message téléphonique, qu'elle montrera pour le jour et l'heure où sa mère pourra l'accueillir. T'inquiète pas, Anthony. Pas mal, on a pas mal avancé déjà. Qu'il suffit de lui laisser un message téléphonique, qu'elle montrera pour le jour où et l'heure où sa mère pourra l'accueillir. Personne d'autre. Elle abandonne derrière elle les cris et, sur la table en bois, le miroir au cadre argenté. Son ovale ne reflète plus que les poutres du toit plongées dans le noir. Félicité sort de la bergerie à la hâte. Elle se prend les pieds dans les herbes mauvaises, plantées par Carmine près d'un demi-siècle plus tôt, pour essayer d'enrayer l'invasion des fleurs d'agonie. Le nid de tiges sèches s'enroule autour de ses chevilles. Elle se débat et se dégage et hurle les injures qui font fuir les oiseaux. En redescendant la montagne sans se retourner, poursuivie par l'ombre froide du mont Bégaud qui s'étend, Félicité calcule. Voilà plus de 10 ans que sa mère ne lui a pas adressé la parole. Moi je dirais que ça faisait même davantage, parce que sur la fin, Félicité n'avait plus bien la notion des durées et du temps. Et j'ajouterais que lorsqu'elle m'a montré la photo élimée de sa mère encore jeune, sous les boucles noires, son regard m'a semblé déjà fiévreux, comme incendié par une sorte d'exaltation. Mais qu'est-ce que j'en sais? Peut-être ai-je vu la folie que je voulais y trouver, après tout ce que m'a raconté Félicité. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a quand même lu tout ça aujourd'hui. Voilà, attendez, je vous montre. On a quand même lu tout ça. Ça fait quand même pas mal. Et je m'arrête pile à l'heure. Oh, trop bien. Tu peux démuter, Canel, si tu veux. Oh là là. Attendez, je m'étire parce que c'est pas difficile. Ouf. Eh ben écoutez, j'espère que la lecture vous a Ouais, plu. J'espère que la lecture vous a plu. J'espère que le bouquin vous plaît. Moi, c'est un bouquin que j'aime énormément. Qu'en moi avez-vous? j'étais en train de me dire. Beaucoup, c'est ça? Hein? T'es en train de te dire que ça faisait beaucoup de lecture, c'est ça? Ah non, pas du tout, c'était juste par rapport à ce que j'étais en train de faire. Je suis en train de. Comment dire? Je pense que je suis en train de tourner en rond et ça m'énerve. Hmm. C'est juste au niveau du corps et tout, mais ça, c'est pas grave. Ça, je reviendrai plus tard dessus. Mais j'ai l'idée dans la tête de ce que je veux faire, mais c'est toujours bien de prendre du recul et tout. Donc, bon. C'est dommage, je sais, on pourra pas voir, mais je le finirai plus tard. Hmm. Bah, quand tu l'auras fini, je le montrerai en live. Et bah écoutez, Ouais, ouais, ça marche. est-ce que tu as le nom de quelqu'un qu'on pourrait, chez qui on pourrait envoyer tout ce petit monde qui est là avec nous là tout de suite? Attends, je vais te dire ça. Euh, Parce que tant qu'à faire, autant vous envoyer chez quelqu'un. N'hésitez pas dans le S'il vous chat plaît. si, n'hésitez pas dans le chat si vous avez le nom de quelqu'un. Il y a Tom Soroldini, si tu veux. Et bah vas-y, envoie son nom en MP. Enfin, Attends. Comment je peux faire? Ah oui, hop. ça serait plus simple de faire ça. Du coup, pour la suite et pour ceux qui sont curieux, hop, je vous retrouve. Attendez que je réfléchis parce que j'ai deux neurones qui battent en duel là tout de suite. Euh, on se retrouve dimanche pour la suite où on aura un nouvel invité avec nous que ceux qui sont sur cette chaîne connaissent déjà un petit peu. Euh, et du coup, je vais vous envoyer chez la personne que Canel m'a envoyé. Hop. Il vient juste de lancer, donc. Ok, bah comme ça, hop, on va l'envoyer chez lui. Moi, j'ai bougé de place, j'ai perdu mon fauteuil. C'est ça. Hop. Et Bon bah, salut tout le monde. Pardon. j'espère que ça vous aura plu en tout cas, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie.
Alors, raid. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Euh, Alors, je vois qu'il y a 4 personnes sur le live. Allez, hop, 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 tout le monde. S'il y a que 2 personnes, je vais peut-être pas envoyer que 2 personnes quand même. Sinon, c'est pas drôle. Avec 2 personnes pour quelqu'un qui a autant d'abonnés, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Mais bref. Un petit mot, Kendall, avant la fin du live? Pas comment que je fasse la clôture avec tout le Un petit mot? monde. Petit Un message. seul? Oui, Plop. ils me la font tous, ça. Mais en même temps, tu demandes un mot. Un petit message, on ça va, hein. Bah, merci à tous et puis n'hésitez pas à suivre Sparrow, Captain Sparrow pour vous servir et puis à regarder ce qu'elle fait. Il y a un peu de tout sur ses streams généralement, c'est ça qui est intéressant. Et voilà, donc ça permet de naviguer un petit peu sur différents types de jeux, Et de trouver différents votre types bonheur. d'ambiances et de dessins, etc. Comme vous l'avez pu voir, aussi de la lecture. Et voilà. Yep. Et bah écoute, je vais te déplacer dans le channel juste en bas et moi je vais faire la clôture tranquillou. À tout de suite. Désolé. Et bah écoutez, je vous remercie encore une fois pour ce live que j'ai adoré faire. J'ai hâte de vous retrouver dimanche à la même heure, 15h30, 5h30. On sera avec Willou, donc qui est un ami à moi aussi, mais qui est aussi un artiste. Et si vous voulez le planning de mes lives, il est sur mon Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et demain, on se retrouve à 20h30 jusqu'à 22h30 pour un peu de Minecraft. Merci à tous ceux qui ont follow, bienvenue sur la chaîne. Et merci pour les commentaires, Anthony, ça fait toujours plaisir. Des bisous tout le monde, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une très bonne soirée, et on se retrouve demain soir pour un nouveau live. Bye bye tout le monde, et pouf!